Bienvenue, bonjour à tous les nouveaux généraux d'armée au Cameroun. Ils sont 11 au total à avoir été promus hier à la faveur de la magie du nouveau décret. Une nouvelle magie qui s'est donc produite hier, la signature de Paul Biya qui transforme les destins des uns et des autres. 6 vont à la retraite en deuxième section, mais de tous ceux-là qui vont à la retraite, ils vont continuer de coûter cher à l'État camerounais parce que la prise en charge d'un seul général d'armée est totalement onéreuse. Aujourd'hui, on va tout de même s'en féliciter malgré tout, parce qu'il y en a parmi les nouveaux promus quelques belles personnes. Jules César Esso, jusqu'ici colonel, devient le directeur général de l'EI-Force au Cameroun, entre autres personnes. Et M. René-Claude Meka n'est plus le chef d'état-major des armées du Cameroun, remplacé et balayé au profit d'un dénommé Hector Tchemo, voilà, qui arrive à cette fonction. Mesdames, Messieurs, bienvenue, le Zénith sur Equinox Télévision, dernière édition de la semaine. Bonjour à vous, Charles Armel Bachou. Bonjour, Sam Sévérin Ango, et bonjour aux réconciliateurs, l'homme par qui la réconciliation va se faire. Après avoir quitté le bateau, il est revenu et il est président. Salut à vous, Célestin Tawaba. C'est bien. Voilà, la nouvelle équipe dirigeante du JICAM a pu être connue hier, vous l'avez dit, Charles Armel, avec seulement 2 dames. Mélanie Bell et Elisabeth Medou-Badan. Le JICAM serait-il une organisation misogyne depuis André Siaka en passant par André Fosso jusqu'à aujourd'hui Célestin Kamanou Tawamba. Le fabuleux destin de ce dernier, il a annoncé des réformes. Entre autres, 3 ans seulement, au lieu de 5 ans. Lorsqu'il partait, il s'était plaint. Comment est-ce qu'il a fait pour revenir lorsqu'ils sont allés créer? Il revient aujourd'hui, il parle de réconciliation. Réconciliation avec qui? Pourtant, hier, le bateau ne fonctionnait pas. On ne peut rien attendre. Bienvenue à vous, Megui. Bonjour. Bonjour, Sam. Bonjour à nos téléspectateurs. Et voilà, je profite de cette occasion pour interpeller les pouvoirs publics et les forces de l'ordre de faire des pieds et des mains pour nous éviter les désagréments que nous vivons dans la ville de Douala depuis 2 jours déjà à cause des embouteillages, parce que ça devient extrêmement gênant. C'est vrai que c'est depuis même quelques semaines, on peut le dire. Donc, et comme c'est le début du week-end, pour rentrer, traverser le pont sur le Fourie. Hier, c'était aberrant. Voilà, maintenant, jusqu'à tous les entrées de Daïdo, même venant du boulevard de la Liberté, même venant par le port autonome de Douala, c'est totalement bouché. Et c'est bien dommage. Là, à qui la faute? Forcément. Oui, bonjour. C'est elle qui régule la situation, Sam. Oui. Et je profite d'ailleurs pour saluer le chef de l'État. Il a mis les généraux à la retraite pour certains, même ceux qui ont nommé. Il y en a qui ont plus de 60 ans. En principe, devaient également être à la retraite. Mais davantage, on recrute dans l'armée à 18 ans. Or, les gars de 18 ans n'ont pas droit de vote au Cameroun. Mais quels sont ces enfants dont on demande de défendre le Cameroun jusqu'au prix de leur vie, mais qui ne peuvent pas, dont l'on l'interdit littéralement, et de choisir les C'est un débat qu'on pourra faire bien plus tard. Merci à vous. Vous savez, les affaires de la grande muette, on n'en parle pas beaucoup. Bon, on va simplement pas être rabat-joie et s'associer à la joie de certains d'entre eux qui ont commencé hier à célébrer et à remercier le Tout-Puissant, Paul Biya, bien sûr, pour cette consécration. Bienvenue donc encore une fois au Zénith. Je rappelle que ce jour, on a le privilège de recevoir un éminent universitaire qui est déjà dans nos couloirs pour parler dans quelques minutes de l'hommage rendu au roi Dikampondo Akwa, celui-là même qui avait été le principal signataire du traité germano-camerounais. C'était le 12 juillet 1884. Bienvenue, bonjour à vous, Tendance. Bonjour, Sam Sévérin Ango. Je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour à tous les téléspectateurs. Mais j'ai une copine de la Réunion qui est en danger. Ah oui? Elle s'appelle Judith. Judith, on va t'aider. Mais quand c'était pour moi, tu as dit que je cours après les benguistes. Tu as dit que je cours après les benguistes. Je n'ai même pas géré. Mais ton cas, c'est un cas que je vais gérer et les téléspectateurs vont t'aider aussi à gérer. Judith a un problème très grave. Elle avait son gars. Non, elle a son gars, Megui. Si tu vois le gars, hey, le genre de gars que les gars aiment ici, le gars a d'abord la tablette de chocolat. Le gars est beau, élégant, mignon. Mais sauf que le gars a perdu son emploi, ça fait 6 mois. Elle travaille. Tentez bien votre impôt. Elle travaille, le gars a perdu son emploi, ça fait 6 mois. Mais avant de perdre son emploi, les deux avaient les projets de mariage. Le gars avait dit, je vais t'épouser. Elle aussi, elle a accepté. Jusqu'à le gars est parti la présenter dans son village. Elle aussi, elle a présenté le gars dans son village. Sauf que ces derniers temps, c'est en train de rame.
Depuis un bon bout de temps, c'est elle qui dépanne le gars. Le gars dit, ouais, ben, pardon. Je n'ai même pas l'argent pour aller prendre une. Elle donne. Ouais, ben, pardon. Je n'ai même pas l'argent pour ma cotisation. Elle donne. Mais sauf que l'autre jour, le gars lui a dit que, mais depuis tu ne dis plus rien concernant notre mariage, comment? Elle dit au gars comment? Le gars dit que non, décide-toi. On avait dit qu'on va se marier en septembre. Est-ce que tu es encore d'accord? Elle a dit au gars qu'elle va réfléchir. Donc, quand elle est venue me voir, hier, elle me disait que ouais, elle ne croit pas qu'elle va se marier avec un homme qui a perdu son emploi, que je lui donne les conseils. Est-ce qu'on doit se marier avec un homme qui a perdu son emploi? Alors qu'avant, on avait les projets de mariage, point d'interrogation. Avant qu'il n'ait perdu son emploi, les deux avaient les projets de mariage. Maintenant qu'il a perdu son emploi, elle tâtonne. Donc elle a dû réfléchir, donnez-lui les conseils, pardon. Bon, très bien, c'est une belle histoire, mais bon, alors Bombok, est-ce que la question devrait se poser si les fiançailles étaient déjà existantes entre les deux, quel que soit ce qui arrive, normalement, on devrait encourager cette femme à épouser le monsieur, en espérant qu'il retrouvera un emploi un jour. Vous dites bien que si les fiançailles avaient été bien organisées, mais on ne fait pas l'histoire avec les six Sam. Ici, les femmes nous ont encore montré notre couleur, notre paire de manches. Vous dire la vénalité de la femme, voilà, pour vous la dire femme camerounaise. En réalité, je vous aime pas, vous êtes mignon mignon comme elle dit, vous êtes mignon et tout, mais c'est votre emploi que je visais. Donc c'est là où ça se complique. Or, nous, les traditionnalistes, on conseille d'aimer, de vous aimer entre vous, de ne pas regarder le travail. De toutes les manières, qu'est-ce qui pourrait donc amener une femme de haute classe à aimer un jardinier? Voilà, donc il faudrait voir l'amour, vous le dites ici souvent. Donc l'amour, vous vous initiez, vos familles vous acceptent l'un et l'autre, vous deviez continuer à vous marier. Je conseille donc à cette fille de se ressaisir et de se marier avec son gars. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qui peuvent ressortir de cette histoire, Meggy. Il y a, bon, quand la femme travaille ou bien quand même le monsieur travaille et que la femme est au-dessus, je veux dire économiquement, le problème se pose toujours. Ça fait l'objet de quelques débats. D'ailleurs, l'une des dernières émissions de Parole de Femmes a traité d'une thématique pareille. Est-ce qu'on peut demander à la femme malgré tout de rester avec un homme, quelle que soit sa condition? Mais oui, Sam, parce que à la base, je ne pense pas que c'était la condition sine qua non de l'existence de leur relation, que l'homme travaille. C'est d'abord des sentiments qui sont là, un amour sincère, je pense, qui les a réunis. Maintenant, dire que voilà, on rend les fiançailles parce que le partenaire a perdu son travail, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui et qui est à l'origine de beaucoup de séparations entre les gens. Parce que les gens se mettent ensemble, pas en se basant sur l'essentiel, qui est l'amour. Parce que quand on s'aime, on est capable de braver toutes les barrières. Vous comprenez? Vous pouvez vous marier aujourd'hui avec un homme qui est richissime et dans le mariage, il perd tous ses biens. Est-ce pour autant que vous allez le quitter parce qu'il a perdu ses biens? Je peux encore comprendre qu'on rompe une relation parce que, voilà, il y a des mauvais comportements, il y a de la maltraitance, mais pas parce que l'autre partenaire a perdu son travail. Ça aurait été elle qui était sans emploi. Est-ce que pour autant il devait la mettre de côté? Je ne pense pas. Alors cette femme... non, quand c'est la femme qui n'a pas de boulot, la question ne se pose jamais en réalité. Non, la question peut se poser. Effectivement, je dis que les gens se mettent souvent ensemble pour des mauvaises raisons. Et il y a des hommes aussi également, quand la femme est inactive, ça leur cause un problème. Et par contre, quand la femme travaille et justement est au-dessus financièrement de certains hommes, ça leur cause aussi un problème. Il y a un complexe qui s'installe parce que l'homme se voit, il voit son ego mis à mal et tout. Donc tout ça, je pense que si les sentiments sont sincères, si on a bâti sa relation sur des critères vraiment essentiels, on peut arriver à gérer tout ça. Alors, Charles Amenbatou, une petite anecdote. Il y a un classement qui a été établi par des confrères hexagonaux qui font la même émission que nous, à peu près. Alors, on demandait à ce qu'on puisse établir le classement des secteurs d'activité dans lesquels on retrouve des gens qui attirent le plus les femmes. Donc, pour attester de la vénalité du caractère matérialiste des femmes. Et moi, je me disais que ça devait être dans les milieux de la communication que non. Je crois qu'en tête de ce classement, on retrouvait les gens qui sont dans les banques et les finances. Le football.
Banquiers, hein, on ne les voit pas trop ici en Afrique. Non, mais en Occident, je vous assure, c'est eux qui attirent le plus je les suis femmes. d'accord en Occident, mais ici, nous on parle du bling-bling. C'est les footballeurs, c'est les avocats, voilà les gens qu'on aime chercher, qu'on aime avoir, et puis ceux qui tapent à l'œil. Non, pour faire simple, Sam Sévérin, il y a cette maxime qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je crois qu'aujourd'hui, la femme qui s'est lancée dans cette aventure, s'est lancée parce que dans sa famille, elle justifiait son amour et le besoin vital de se marier par « il travaille à ». Il est fonctionnaire à. C'était moi par rapport à l'homme que j'ai choisi, tel que le définissait Tendance, comme étant quelqu'un de mignon, de beau, avec ce qu'elle appelait les plaquettes de chocolat. Elle ne regardait pas ça. Et c'est ça le drame en Afrique aujourd'hui. On ne cherche pas à savoir, est-ce que ce gars peut s'occuper de la famille de manière affective? Est-ce que ce gars peut être... Non, on a besoin de savoir, il gagne combien? Il travaille où? Son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui? Voilà le piège. Aujourd'hui qu'il a perdu le travail, elle se rend compte, non pas que l'amour a disparu parce que c'était pas l'amour qui est au plan, mais qu'elle va justifier le fait dans sa famille. Voilà le gars qui arrive, j'avais dit qu'il travaille. Vous parlez de famille, donc ce sont les pressions des familles. Non, c'est elle, la fille, qui se met cette pression aujourd'hui parce qu'elle a présenté en disant que mon gars travaille dans une multinationale. Non, c'est un gars qui touche bien. C'est un gars qui est assis, il va venir me doter, il va venir organiser le mariage. Donc la famille se prépare à manger. La famille sait qu'elle va accueillir un beau, pas n'importe quel beau. Aujourd'hui qu'il a perdu le travail, comment va-t-elle justifier? Aujourd'hui, elle se rend compte que elle qui comptait puiser un peu dans les finances de l'homme, va devoir sortir elle aussi de sa poche. Ça crée un problème parce qu'elle a commencé, le gars a posé la question, on fait comment décide, toi elle a dit elle n'est plus sûre d'épouser le gars parce qu'il a perdu le travail. Alors, moi, ce débat me dérange Tendance et je sors par toi parce que normalement, il n'y a pas que des périodes de vaches grasses, il y a une période dans la vie et tout le monde connaît ça, ce qu'on appelle les vents contraires. C'est pour ça que les hommes le boulot, vous devez vous attendre à ce que vous puissiez. On est presque tous passés par là. C'est pour ça que quand l'homme perd le travail, il ne dit jamais à sa femme que j'ai perdu le travail à cause de ça. Parce qu'il faut éviter ça. Mais ce n'est pas aussi facile. Ça me d'être avec un homme qui a perdu son emploi. Comment ça? Si j'acceptais un homme comme ça, c'est qu'il veut le commander à la maison. Ah bon, il va marcher à mon rythme. Voilà. Donc il va être mon Tinder. Et quand il va retrouver le travail, tu redeviendras une bonne femme. Non, ça, la question là, non. Tu vas me poser ça à Mandon, il va te répondre. Un homme qui sait qu'il est homme doit se comporter bien pour travailler tout bien. Et c'est pour arriver au travail à l'heure. Respecter ses supérieurs, respecter ses patrons. Il y a par exemple, il y a des concessions aussi. Tu vas voir quelqu'un dans... C'est pas toujours que l'employé est mauvais. Mais le cas, c'est tel que voilà, c'est son comportement qui a fait la chasser. Il y a des hommes, les gens ici dehors, dans les sociétés qui disent que oh, je suis un pro. Mon patron peut me faire quoi? Non, il peut. Il ne peut pas comment. Oh, sachez que quand un patron ouvre une société, c'est d'abord pour nous. Alors, je crois que Tendance soulève un aspect important. De la part des hommes, on a toujours l'obligation de résultat. Il faut tout faire pour préserver son emploi. C'est ça que dit non, ça parce que oui. Il y a les gens ici dehors, même dans les médias. Je ne dois pas citer vos noms. Vous voulez que si vos noms vous m'insultez sur les forums sur Facebook, je ne cite pas. Tu vois quelqu'un qui va te dire, oh, je suis un bon journaliste, j'étais à l'école, je m'en fous. Même si tu parles, non, ton patron ne va pas fermer sa société. Il y a les journalistes dehors comme ça. Une personne va me dire crâner que oh, je suis que la meilleure comédienne. Non. Même si je meurs, il y aura tous les comédiens dehors. Je m'en maigri. Non. Donc, ça veut dire quoi? Pour celui qui veut bien travailler, comporte-toi bien pour garder ton emploi. Très bien. Un message. Oh, il y a un message. Voilà, la femme vraie, je dis vraie, ne doit pas regarder si son mari travaille ou pas. Au contraire, cette dernière doit se battre pour relever le moral de son compagnon. C'est Michel de Puy-de-Chang. Et elle ajoute, les filles font comme si les hommes qui ne travaillent pas dans un bon secteur n'ont plus droit au mariage, pire encore au bonheur. S'il vous plaît, les filles, changeons, ne nous trompons plus. Voilà. Très bien. Voilà qui est bien dit. Et elle nous écrit de la Ménois. Hein, oui, à l'ouest du Cameroun. Quand on ne travaille pas, il devient un bébé ensemble. Il lave les habits à la maison. Quand tu travailles le matin, il lave tes habits. C'est ça que c'est important. C'est très important de se mettre avec quelqu'un qu'on aime. Parce que quand on aime, c'est la base de tout. On est capable de supporter la difficulté. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, même s'il est bien, vous voyez tout ce qu'il peut faire de bien, vous voyez. Vous le valorisez. Voilà. Et quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand vous dormez, il ronfle, non, ça t'énerve. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. C'est le message au sortir de cette histoire. Il faut toujours s'assurer que vous aimez. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le concept amour de nos jours? Puisqu'il y a toujours un intérêt quelque part. Bon, il faut d'abord commencer par aimer
les personnes pour ce qu'elles sont, tout simplement, pas forcément pour ce qu'elles paraissent, parce que tout cela n'est que factice. On prend la colère à présent. Charles Armel Mbachou nous promène dans les dédales du traitement des déchets. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des emballages plastiques au Cameroun. Comment reconnaître les plastiques bio et non biodégradables? Comment comprendre le fait que l'ensemble des grandes surfaces commercialisent à ce jour les plastiques dégradables sous le prétexte qu'ils sont biodégradables? Comment comprendre que même les inspecteurs de contrôle, lorsqu'ils descendent sur le terrain, se perdent entre ce qui doit être bio et ce qui doit être dégradable? Le constat est clair dans ce pays que malgré le fait qu'on a interdit cette affaire d'emballage plastique, le problème en lui-même demeure. Savez-vous que plus de 200 000 hectares de couvert végétal est perdu chaque année à cause de la matière plastique? Quel est le rôle du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, de la communauté urbaine, des entreprises dites citoyennes, devenues grands pollueurs et enfin des multiples brigades des inspections environnementales? Comment comprendre que les entreprises censées commercialiser le biodégradable continuent à commercialiser le non biodégradable? Savez-vous que des centaines de millions de déchets plastiques inondent nos villes et villages en échouant leur parcours dans les eaux et sous la terre? Savez-vous que les déchets en polyéthylène s'accumulent à ce jour partout dans les rues et sur les tas d'ordures? Savez-vous qu'ils proviennent pour la plupart des magasins de commerce où ils servent à emballer toutes sortes de biens, y compris alimentaires? Pourquoi depuis des années, les entreprises polluantes ont cessé de payer les amendes? Savez-vous que 5 des 14 tonnes de déchets non biodégradables sont des bouteilles vides en plastique qui encombrent les canaux hydrauliques, réduisant à néant les efforts de curage des caniveaux, tout en provoquant de monstrueuses inondations? Ajoutez à cela des sacs plastiques qui, les jours de grand vent, fleurissent routes, terrains vagues, plages et s'accrochent aux grillages et poteaux, dégradant gravement l'environnement sans que les intempéries, si violentes soient-elles, ne parviennent à les détruire. Bédi, Aqua, Si Cacao, Pondi et j'en passe, vous retrouvez les bouteilles plastiques. Oui, le plastique est partout. Comment comprendre le fait que malgré l'interdiction en vigueur, les emballages plastiques de moins de 61 microns continuent de circuler? Comment comprendre qu'aucune action de communication ne soit menée à ce jour pour sensibiliser les femmes sur les dangers potentiels des produits plastiques? Car chez nous, on chauffe les bouteilles plastiques contenant l'huile rouge, on prépare certains conserves et on prépare certains repas dans les nylons en plastique, on allume le charbon, le bois avec le nylon. Comment comprendre la porosité des frontières, mieux le laxisme et l'inertie du gouvernement face à l'énorme problème de la contrebande qui déverse encore d'énormes quantités de plastique non conformes? Quel sens donner à la production ou à la faible production d'emballages plastiques conformes au niveau local? Et enfin, à quoi est-ce que cela a servi? Le fameux projet de récupération des bouteilles plastiques mis en place par une société brassicole de la place. Très bien. Alors, c'est un domaine sur lequel on peut s'attarder toute une journée. L'environnement pratiquement abandonné sur le domaine et la question du plastique. Bombok Bengan, quand vous passez par le génie militaire, vous voyez bien autour de ce dépôt une inscription marquée centre de traitement des déchets. Ça veut dire qu'on sait de quoi on parle de ce côté-là. Mais est-ce que vous avez le sentiment que cela est bien fait par l'entreprise en question? Bien fait, ça veut dire qu'on fait au moins, on a commencé à faire et on juge que ce n'est pas bien fait. De mon point de vue, cela n'est même pas fait. Parce que hier encore, vous faites bien de le dire, j'y étais en soirée et tout le monde s'enlève dans la bouteille, il y en a qui récupèrent du fer, de la ferraille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si c'est ça, traitement des ordures, ça, je pense qu'on ne traite pas. Et en plus, ce lieu est bien indiqué, centre d'enfouissement. Et on aurait même dû produire du biogaz à cet endroit, mais il ne me semble pas que ce soit chose faite aujourd'hui. Maintenant, pour revenir au propos proprement dit, Sam, je pense que l'université de Douala, dans sa première promotion des ingénieurs,
avait sorti un qui s'appelle Monsieur Long, quelque chose comme ça. Justement, son thème était transformation des déchets plastiques en pavés. Ça, le gars a eu, je dirais, une mention très honorable avec appréciation particulière du jury. Il était question d'encadrer ce gamin pour récupérer tous les déchets plastiques. Et parce que la communauté urbaine à l'époque avait d'ailleurs engagé comment on appelle ça, la promotion des pavés partout dans la ville. Mais finalement, ce gars, il a disparu dans la nature. Il a disparu. Donc, voilà non seulement un secteur d'activité génératrice de revenus, mais également un secteur qui aurait permis à d'autres étudiants de continuer des recherches dans le traitement des déchets plastiques. Voilà un cas, mais malheureusement, je ne sais plus où se trouve M. Long aujourd'hui. Donc, alors, tendance, quand vous traversez le Condi, par exemple, hein, pour Douala 3e, on a promis de faire beaucoup de travaux de ce côté. Est-ce que cela est fait dans les normes? Quelles sont les conséquences? C'est le terminator. Je dis que là-bas, c'est le terminator, les déchets. Donc, quand je vais parler, on va dire que longue bouche, tu parles trop, mais je parle de ce que j'ai vu. Et parlons pour les bouteilles. Je laisse le côté là, mais je reviens sur le côté des plastiques. N'est-ce pas, on avait dit qu'on a interdit les plastiques. Aujourd'hui, les femmes qui ont les restaurants emballent le râpé dedans. On dit que ça donne le cancer. Elles prennent ça où? Elles prennent ça où? N'est-ce pas, on a dit que on va... Vraiment, ça me manque. Mieux Megui continue avant que je revienne. Ils avaient 6 mois pour laisser, oui, mais le gouvernement n'a pas donné les verres de rechange. Même tous les mêmes plastiques, là, les mêmes bouteilles en plastique, là, c'est tout avec ça qu'on boit le foléré. Les femmes achètent au marché pour le foléré. Dans les hôpitaux, tu vois les malades qui font pipi dans les bouteilles. On prend ça pour aller faire le foléré. Nos enfants boivent, nous-mêmes nous buvons. Et là, on dira, Megui, que ce n'est pas la seule affaire de la ville de Douala. Je crois que la plupart de nos villes ne bénéficient pas d'un meilleur accompagnement en matière de traitement des déchets, des ordures dans la ville. Oui, ça a pignon sur rue dans toutes les villes du Cameroun. La gestion des déchets plastiques, c'est un vrai fléau, hein, la protection de l'environnement. Mais là, la faute à qui? Est-ce que ce n'est pas d'abord à toutes ces personnes qui déversent ces déchets-là, les jettent comme cela à ces endroits-là? Parce que l'environnement, ce n'est pas seulement l'affaire de l'autorité. Justement, on le dit tout le temps qu'avant de jeter l'opprobre sur les autorités, il faudrait que les Camerounais déjà, de façon personnelle, essayent d'être un peu civilisés, avoir un peu de civisme quand même, parce que nous sommes très indisciplinés. Il y a des poubelles, je ne sais pas ce qui coûte aux gens de prendre les plastiques et puis les mettre, les ordures et les mettre dans les poubelles. Mais c'est devenu aujourd'hui courant, quelqu'un mange une banane, il jette, il prend un plastique, il jette par terre sans aucune honte. Mais maintenant, on est face à un problème et il faudrait justement que les pouvoirs publics, en dépit de l'incivisme des citoyens camerounais, prennent à bras le corps ce problème, parce que c'est eux qui ont les moyens de répression. C'est eux qui peuvent imposer justement une façon de se conduire. Donc il faudrait qu'ils agissent, parce que quand on voit les conséquences liées à cette gestion des plastiques, c'est quand même grave. On a l'incinération des plastiques déjà, il faut le dire, avec les fumées qui polluent l'environnement. Ça, c'est un premier cas. On a également l'imperméabilisation du sol. Vous avez des plastiques qui finalement sont enfouis sous le sol et ça ne permet pas une bonne absorption de l'eau. Ça joue un rôle négatif même dans le développement des plantes. Ça, il faut se le dire. On a des inondations. On peut peut-être dénier ce fait-là, mais les inondations sont aussi causées par le déversement des déchets plastiques qui encombrent les drains. Voilà, l'eau ne circule plus normalement. Donc c'est un véritable problème et il faudrait que les autorités, encore une fois, en dépit de l'incivisme des citoyens, c'est eux qui peuvent recadrer les citoyens, qu'ils mènent une politique répressive pour mettre les gens et beaucoup plus dans une ville comme Douala, la communauté urbaine devrait répondre de cela, parce qu'il existe là-bas toute une batterie d'études qui ont été faites sur ce qu'on a appelé un plan directeur d'urbanisation et même plan d'occupation des sols. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont chargés de cela, mais à l'arrivée, on ne voit rien, on est comme chloroformés de ce côté, abandonnés à nous-mêmes, hein, parce que en matière de gestion de la cité, on en profite pour évoquer même le cas de Douala 5e, l'endroit, le carrefour de Makepe, où l'on avait bricolé un peu pour arranger à l'occasion du passage du Premier ministre, est redevenu, je te le rappelle, un nouvel endroit difficile à traverser parce que les nids d'éléphants ont refait surface de ce côté. Alors, pour revenir à l'environnement, dans une ville comme Bafoussam, Charles-Armel Bachou, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est les autorités ou bien les populations? Parce que c'est une capitale régionale réputée
comme étant l'une des plus insalubres dans cette région. Alors, il faut dire, Sam Sévérin, que lorsque le ministère en charge sortait pour dire qu'il faut limiter la qualité d'utilisation des plastiques, c'était sans sensibiliser les populations déjà sur les dangers du plastique. Parce qu'ils se sont contentés de dire non, 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 on va changer, il faut arrêter. Quels sont les dangers que représentent les plastiques? Vous avez des femmes aujourd'hui qui emballent le couscous, maïs, le foufou et tout ce que vous voulez le râper, comme Tendance disait, dans du plastique. Le plastique qui repose, comment on va dire, le plastique qui présente des, comment on va dire, des risques cancérigènes pour tous ceux qui consomment, surtout à une certaine température. Comment imaginer, Sam Sévérin, qu'on parle de plastique et qu'on le dise pour la population que le plastique que vous utilisez met 400 ans pour pouvoir se dégrader, 400 ans. Alors, pourquoi l'entreprise qui s'occupe de l'assainissement ne pense pas mettre deux types de bacs? Un bac pour les déchets dégradables, c'est-à-dire les déchets ménagers, et un autre bac plastique. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se retrouve toujours à dire non, le plastique dérange, le plastique fait ci? Même les inspecteurs eux-mêmes sont perdus. J'ai eu à rencontrer un inspecteur d'une brigade de contrôle. Je lui ai dit, mais faites montrez-moi la différence entre le plastique biodégradable et le non dégradable. Il a dit lui-même, il ne connaît pas la différence qu'il y a entre le biodégradable et le non dégradable. Que vraiment on a dit les plastiques. Voilà pourquoi les gars de ça, ils arrêtent. Comment comprendre qu'aujourd'hui, toutes les boulangeries, toutes les surfaces se retrouvent à commercialiser le plastique, ça me dit 100 francs, 50 francs, 25 francs, vous devez acheter. Mais quel type de plastique êtes-vous en train d'acheter? Vous rentrez à la maison, Sam Sévérin, vous finissez, c'est dans la poubelle que vous déversez. La poubelle qu'on ne ramasse pas, il pleut, par suivisme, c'est-à-dire par ruissellement, tous convergent vers les ruisseaux qui amènent vers les lieux de canalisation, qui les bouchent, et voilà comment on parle d'inondation. Et le principe premier pour résoudre cela, ce n'est non pas enlever le plastique, mais c'est casser donc pour sortir à la gestion globale des ordures en général, avec la problématique de la région de l'Ouest. Vous avez posé la question sur Bafoussam, qui est un des gros terreaux sur lequel on peut observer l'indiscipline des populations dont parlait Mehdi tout à l'heure. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas d'environnementalistes. On n'a que des gombistes. On n'a pas d'environnementalistes. Parce que les véritables environnementalistes qui écument nos différentes communautés urbaines devaient proposer des plans d'aménagement. Ils devaient monter des équipes qui devaient descendre dans les quartiers pollueurs, sensibiliser. Quel est le rôle de chef de quartier? Quel est le rôle de chef de village? Mais ils sont assis tranquillement, ils attendent que tous les week-ends on amène des vins rouges pour consommer des caviar. Mais non, leur rôle c'est sensibiliser les populations. Ces environnementalistes devaient descendre, parler du bienfait. Quel est le bienfait de l'environnement? Pourquoi entretenir son environnement? Pourquoi ne pas jeter? Ça, c'est la responsabilité des environnementalistes et les chefs traditionnels qui vont aller vers les populations. Je crois aujourd'hui que c'est ce qu'il faut faire, sensibiliser pour éviter et limiter les dégâts. Voilà, Mbombo Bengan pour sortir. Oui. Non, moi j'ajouterai ce qu'il a dit, que nos chefs traditionnels, les chefs de bloc, ils sont là pour aider le RDPC à gagner les élections. Même la mobilisation, lorsqu'on pense qu'on peut porter le nombre d'inscrits à 11 millions, ils bloquent tout pour que les CAM ne viennent pas. Précisément, non. Il faut changer le système en place. Donc vous interpellez les chefs de bloc pour qu'il y ait plus de propreté dans leur quartier. Absolument. C'est qu'il y a à faire. Là, c'est un problème très très compliqué. Le RDPC, le pouvoir actuel, nous a montré ce qu'il a pu faire. Ce qui reste à faire pour l'épanouissement de la population. Et on a même révisé dernièrement les orientations comment on appelle comment on appelle cette institution-là, le Conseil économique et social, voilà, qui va s'occuper de l'environnement désormais. Vous voyez donc un Conseil économique et social qui n'a pas pu conseiller le gouvernement, le chef de l'État sur les orientations économiques. On lui adjoint encore les problèmes en charge de l'environnement et des déchets plastiques qu'on n'arrive pas, on va là droit au mur. Voilà, merci beaucoup. On va prendre notre invité, le temps de dire à nos téléspectateurs que leurs messages pourront être lus dans la deuxième partie de ce programme. Peu importe les sujets sur lesquels ils sont intervenus. Je vous l'ai promis, nous allons parler de notre patrimoine historique à l'instant, à la faveur de la célébration ou alors de l'hommage qui est rendu depuis le début de cette semaine à celui qui se fait appeler le King dit Kampondo Akwa. Bon, son nom n'a pas beaucoup résonné vraiment dans l'histoire du Cameroun aujourd'hui, peut-être parce que ça remonte aux années 1800 et pourtant c'est quelqu'un dont on nous dit qu'il a été un des principaux artisans même de notre fondement historique aujourd'hui à travers la signature de ce qu'on avait appelé alors le traité germano-camerounais.
qui est donc remis sur la table aujourd'hui, Kingsley Kampondo Akwa. Et pour en parler donc, nous avons réussi à faire venir sur ce plateau un éminent universitaire, donc le professeur Sam Mbongo, qui est par ailleurs auteur de quelques ouvrages, dont celui-ci, Choc des civilisations et recomposition des peuples, réflexion sur les différences, les différents et les développements des communautés. Professeur, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Alors, d'abord, rapidement, un mot sur cet ouvrage, c'est intitulé c'est un ouvrage qui date de 2004. Il étudie en 3 parties les processus de développement des communautés africaines. Alors, la première partie s'occupe essentiellement de ce fameux problème du traité de 1884. Qu'est-ce qu'il en est, comment les acteurs l'ont-ils compris. Le second aspect s'occupe de la ville de Douala, des contradictions entre l'autochtone et l'étranger, mais à divers niveaux, parce que l'autochtone peut être le Sawa, l'étranger peut être un Camerounais qui n'est pas Sawa. L'étranger peut aussi être un Africain, par exemple les Nigérians au Kayabasi. L'étranger peut être un commerçant grec ou un commerçant libanais, etc. Bon, et la troisième partie de ce document s'occupe de ce que j'appelle la transafricanité. Il s'agit du panafricanisme et des relations transfrontalières, des convergences entre les populations de l'Afrique qui sont artificiellement divisées par des frontières factices. Alors, vous êtes mêlé donc à cette opération dont on parle, donc pour l'hommage rendu au prince Dika Mpondo Akwa. Bon, peut-être on peut avoir encore son image, parce que c'est un king que vous voulez célébrer aujourd'hui, effectivement. Donc, il y a eu hier cette conférence internationale à laquelle vous avez pris part, regroupant quelques autres universitaires. Alors, c'est quoi le but de l'opération? Question toute simple. Bon, je devrais préciser, bon, tout à l'heure vous avez dit qu'il se faisait appeler. En réalité, c'est les Occidentaux qui ont considéré qu'on pouvait l'appeler comme ça et qui ont apporté le nom King. Alors ce nom est attribué donc à un certain nombre de chefs. Bon, ce n'est pas eux qui revendiquent. Alors le roi Dika Akwa, Dika Mpondo Akwa, est mort en 1916. Alors nous célébrons le centenaire de sa disparition. Et l'événement a une portée historique. Ce n'est pas un phénomène qui concerne les Douala ou les Sawa, etc. Parce que comme vous l'avez dit au début, c'est l'un des noms qui ont été oubliés. Alors que c'est lui, il est l'un des principaux signataires de ce traité. Il est le signataire parce que le traité est signé dans un bateau qui accoste sur les rivages d'Akwa, essentiellement. Et à cette époque, le Ngondo est aussi dirigé par les Akwa. Alors nous célébrons cet événement et le but de la célébration du centenaire, on est en 2017, mais c'est un événement qui se déroule pendant toute une année. Le but est, disons, de poser un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, ceci sur un plan culturel. Parce que l'enracinement culturel est nécessaire. Une population qui n'a pas de racines, qui s'enfonce dans les profondeurs, n'est-ce pas, de sa culture, est une nation qui vacille et qui est fragile quelque part. Alors, d'un autre côté, nous avons des problèmes très difficiles en Afrique. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda, le génocide, c'est-à-dire des problèmes de tribalisme. Alors, lorsqu'on pose des problèmes de ce genre, on peut avoir l'impression qu'il s'agit, qu'on est bloqué sur une ethnie et que cela peut générer le tribalisme. En réalité, c'est le contraire. Parce que cet événement voudrait faire réapparaître des personnages historiques. Et on a commencé par celui-ci, les personnages historiques de tout le Cameroun. Parce que lorsque l'Allemagne engage la colonisation du Cameroun, il y a des résistances presque partout. Jusqu'au lac Tchad. Et tous ces personnages sont presque inconnus. On va connaître Napoléon, Franklin Roosevelt, etc. Et nos propres personnages historiques ne sont pas connus. Alors, lorsqu'on les revalorise, lorsqu'on les réhabilite, ceci nous sort de l'enfermement
et ethnique et du repli identitaire pour nous donner une conscience nationale à nous tous. Si nos enfants apprennent cette histoire et connaissent, ont tous ces repères. Bon, en dernier lieu, je dirais que l'objectif d'un tel événement contribue à consolider le Cameroun, à le sortir d'un certain affaiblissement, de certains risques de dépendance. Parce que lorsque vous êtes solide, on sait que vous avez une histoire d'une énorme importance. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique à avoir une telle histoire. Vous faites bien de le préciser, professeur, parce qu'en tout début, on avait eu l'impression effectivement que c'était une affaire de la communauté Sawa qui voulait réhabiliter le nom d'un des leurs qui semble avoir disparu, des livres d'histoire. Donc c'est bien d'apprendre que bien d'autres personnalités ayant marqué l'histoire du Cameroun seront valorisées dans la suite. Bombok. Oui, Sam, le professeur a parlé de l'aspect historique, des devoirs de mémoire, j'en conviens, mais moi je me penche vers le devoir politique sur le plan politique. Est-ce qu'il peut me contredire si ce n'est pas vrai, mais les études que certains ont réalisées, c'est que effectivement les Allemands s'étaient rendus compte qu'il y a des jeunes Africains, les indigènes, qui peuvent s'opposer à leur expansion, et cela aurait abouti à la conférence de Berlin de l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait disséquer l'Afrique. Et aujourd'hui, De Gaulle a fait la même chose dans les années 50, avec la conférence de Brazzaville et tout. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas placer le combat des Oumniobé dans la suite de ce King? Oui, bien sûr. Hein, il y a cette continuité historique. Hein. Je disais en terminant tout à l'heure que le Cameroun a une histoire grandiose. Et c'est une histoire de résistance populaire. Cette histoire commence en 1884 ici. Et il y avait des vaisseaux de guerre dans le Vori qui ont bombardé par exemple le plateau Jos parce qu'il y avait des différends sérieux, qui ont bombardé Bonabéry en décembre 1884. Alors nous sommes dans une histoire de résistance. Et dans un autre de mes ouvrages qui date de 2014 et qui s'appelle Hommage au patriotisme héroïque camerounais, mais je ne l'ai pas ici. Alors dans cet ouvrage, je rends compte de toute cette continuité. En réalité, il y a une première génération de patriotes. C'est celle qui résiste à la colonisation allemande. Et pas à Douala, pas au Cameroun, parce que Douala s'appelle Cameroun à cette époque, à travers tout le pays. Parce que ce qui s'est décidé à Berlin, c'était que celui qui occupe, la puissance européenne qui occupe le rivage, occupe tout l'intérieur, hein, ce que les Allemands ont appelé Interland, occupe tout l'intérieur jusqu'à ce qu'il rencontre une autre puissance. Hein. Alors, les frontières du Cameroun ne sont pas comme ça par hasard. Bon, le cheminement va jusqu'au lac Tchad et on rencontre les Anglais d'un côté, les Français de l'autre, et ça dessine à peu près la carte du Cameroun. Alors, il y a de la résistance à travers tout le Cameroun. Ça, c'est la première génération. La seconde génération est celle de l'UPC, celle de Ruben Oumniobé, de Ernest Ouandié, de Félix Roland Moumi et de King et Abel. Vous savez que Podol Oumniobé a été parlé à la tribune des Nations Unies, comme les Yasser Arafat et autres. Ce n'est pas n'importe qui s'installe à la tribune des Nations Unies pour parler devant le monde entier. Donc la lutte de l'UPC a été une lutte énorme, grandiose. Bon, l'UPC n'a pas voulu la guerre en tant que telle. Hein, elle ne l'a pas organisée comme les Algériens l'ont fait. Mais la répression a été violente. Elle a commencé en 1955. Elle a été si violente que la résistance devait se convertir aussi en résistance armée. Ça, c'est la deuxième génération. Et il y a la troisième génération. Il peut y avoir des débats là-dessus. Moi, je considère que la génération de 1990, les villes mortes, c'est la troisième génération de la résistance. Très bien. Donc on doit donc s'inspirer de l'histoire pour continuer dans ce genre. Absolument, le souffle de la résistance contre l'Allemagne. Et l'autre aspect que vous il voulez... est capté par les Ruben Oumniobé. Si vous permettez, qu'est-ce qui justifie qu'on le déporte dans un pays Batanga, comme on l'appelait à l'époque, et un droit comme ça, il en meurt? Comment vous comprenez ça, cet article? Vous parlez de Oumniobé, bien de Dika Mpondo. C'est quand même un chef qui est mort en déportation. Oui.
Di Campondo est condamné, il est condamné d'abord à 10 ans de prison, après ça s'est allégé un peu, mais il est condamné pour son nationalisme. Ce n'est pas pour des affaires coutumières et autres, parce qu'il y avait une brutalité coloniale excessive. Et il s'opposait à cette brutalité. Et c'est un chef très influent. Et si vous voulez, Douala à cette époque a l'arrière-pays, entre guillemets, mais une zone d'influence. Donc, les chefs, Bel et Dika notamment, contrôlent aussi le commerce à l'intérieur du pays. Donc, il y a des rivalités, disons la trahison de ce contrat. Parce que ce contrat ou ce traité dit que les Douala s'occupent de leurs affaires commerciales, etc. Mais à un moment donné, l'Allemagne les disqualifie sur ce plan. Donc il y a d'importantes contradictions qui font que le King Dika est obligé d'être arrêté. Maintenant, il faut l'exiler. Il faut l'exiler parce que l'exil est une technique, on vous éloigne de votre population pour vous désaxer. Très bien, Charles Amel. Alors, sachant que la vie d'un peuple repose sur ses acquis, son patrimoine matériel et immatériel, pourquoi démarrer en 1884? Pourtant, on sait qu'antérieurement, il y a eu un pillage, notamment un patrimoine a été enlevé qui se retrouve aujourd'hui dans plusieurs musées, que ce soit le musée de Tervuren, que ce soit le musée de Munich, que ce soit le musée du Vatican. On retrouve plein d'objets sacrés du peuple savoie. Pourquoi ne pas commencer par cette revendication de ces acquis? Pourquoi démarrer en 1884 avec le King Dika Campondo? Bon, disons, ces pillages culturels commencent réellement au Cameroun en 1884. Non, antérieurement, professeur. À Bonabéry, notamment, il y a une proue de Tanguay, le bel et bel Tanguay. Bon, qui se trouve à Berlin, ou qui se trouve en Allemagne, et qui a été arraché à cette époque. Alors, s'il y a des pillages au préalable, ces pillages s'opèrent à travers des guerres, si vous voulez. Parce qu'il y a une autre image relativement, profondément erronée qu'on diffuse, que c'est les chefs côtiers, les rois côtiers à travers la côte africaine qui ont vendu leurs frères aux Amériques. Il y avait des bateaux de guerre, il y avait des vaisseaux de guerre et on vous obligeait à fournir des esclaves. Bon, à travers ces relations, si elles sont conflictuelles, on peut vous arracher ce qu'on vous arrache. Mais aussi, vous pouvez échanger. Dans tous les cas, nous n'assistons pas ici à un phénomène de très forte intensité au niveau de sa cruauté, si vous voulez. Ce n'est pas la même chose que de vouloir coloniser un peuple, de lui imposer le travail forcé, de disqualifier complètement ses rois. Et on comprend qu'à ce moment-là, lorsque le problème devient un véritable conflit, vous perdez votre souveraineté. On comprend que la lutte prenne une autre dimension à ce moment. Bien que vous soyez faible, vous êtes obligé. Alors, en 1884, ça pose un problème de scolarisation, de langue. Quelle était la langue employée? Vous avez d'un côté des gens qui causent l'anglais et de l'autre côté, vous avez des gens qui causent le sawa. Comment est-ce que ces chefs ont fait pour lire l'allemand, pour lire ce traité? Expliquez-moi. Est-ce qu'ils n'ont pas signé tout de go? N'ont-ils pas été imposés? N'ont-ils pas subi sur ce bateau des pressions les obligeant à signer? Alors, je vais enchaîner dans le prolongement de cette question. En quoi est-ce que le traité germano-camerounais du 12 juillet 84 a-t-il été quelque chose de fondamentalement important pour l'avenir de cette nation? Sur le problème de la langue, vous savez que les êtres humains savent se débrouiller. Lorsqu'ils ne se comprennent pas, si vous arrivez dans une région, vous commencez à parler avec les mains, avec les gestes, etc. Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce que ici, il y a des familles aristocratiques qui envoient des enfants en Angleterre, en Allemagne, très tôt, avant 1884. Dans ce traité, par exemple, il y a un fils Bell qui est en Angleterre et qui participe à la rédaction ou à la supervision du traité. Donc il y a des personnes qui parlent l'anglais. Et ici, un certain nombre de chefs parlent l'anglais à un niveau donné. Parce que l'anglais est la langue dominante, comme vous l'avez dit, à cette époque, à ce moment-là. Ce n'est pas l'allemand. Et on a recours à des traducteurs. Même s'il y en a un ou deux, on arrive à... C'était quand même un traité écrit qu'il fallait lire, analyser pour signer. Mais je vous dis qu'il y avait des personnes qui pouvaient comprendre Comment Bapelok Priso de Bonabéry.
il avait écrit en anglais, pour, entre autres, pour critiquer les colonisateurs. Maintenant, le contenu, professeur. Oui. Ce traité, ça parlait de quoi? Parce que depuis qu'on en parle, moi je ne sais pas, hein, peut-être avec certains téléspectateurs ne comprennent pas. Il reposait sur quel fondement essentiellement pour la suite? Bon, le traité est, bon, sur le plan juridique, il peut être quelque part ambigu, hein, ou bizarre. Parce que normalement, un traité, c'est deux personnages qui parlent. Ouais. Bon, mais ici, c'est pour ça qu'il y a un film qui commencera à passer, je crois, aujourd'hui, qui a pour titre War Wishes, nos souhaits ou nos demandes. En réalité, le problème qui se pose ici, hein, moi j'aurais aimé peut-être parler d'abord surtout du premier problème que vous avez posé, oui, hein, avant de revenir à celui-là, c'est-à-dire l'envergure du traité. Hein. Alors, le traité est fondamental pour le Cameroun. En 1884, je vous dis ce qui se passe à Berlin. La conférence de Berlin a lieu en 1804, fin 1884, début 1885. Et ce que ce traité va dire, ce qui se passe à Berlin, disons, les Bismarck sont des gens puissants à cette époque, et Guillaume II, c'est eux qui convoquent, c'est la puissance en Europe qui monte, l'Allemagne, et elle n'a pas suffisamment de colonies, il faut qu'elle ait des colonies. Ouais. Donc une course contre la montre s'engage, et il est décidé là-bas que celui qui occupe le rivage occupe l'intérieur du pays. Ouais. Alors, ce rivage, cette zone-ci, Douala, et sa zone d'influence s'appelle Cameroun. Ouais. Bon. Et le nom Douala viendra par la suite. S'appelle Cameroun, et à partir de là, c'est pour cela que le Cameroun s'appelle Cameroun. Parce qu'on n'était pas obligé d'appeler les régions intérieures Cameroun. Hein, on n'est pas obligé, on pouvait dire le mont Fako, mais on dit le mont Cameroun. En réalité, l'occupation de la côte signifie l'occupation de tout le pays à l'intérieur, jusqu'où vous pouvez aller, et les limites des autres puissances européennes vous cantonnent. Ouais. Alors, ayant appelé la côte Cameroun, l'intérieur va s'appeler Cameroun. Bon, une deuxième chose est que la lutte de résistance commence ici, en 1884. Elle n'a pas lieu ailleurs. Et à ce moment, il est décidé, la répression qui se fait ici donne le ton. Et parce que l'Allemagne, au départ, ne semble pas vouloir y aller par une violence vulgaire. Mais à partir du moment où les bombes commencent à tomber à Douala, il est décidé que nous faisons une marche jusqu'au lac Tchad par la guerre et la violence. Bon, sous l'instigation de Di Kampondo, c'est lui qui a organisé la résistance, c'est ça? Oui, il est l'un des organisateurs de la résistance. Hein. Il est l'un des organisateurs de la résistance. Bon, le nom qui est beaucoup plus connu est celui de Rudolf Douala Mangabel, parce que c'est lui que le Ngondo avait désigné à cette époque. C'est quelqu'un qui a étudié en Allemagne pendant une dizaine d'années, qui a fait l'université en Allemagne. C'est lui qui avait été désigné pour porter le flambeau. C'est le Ngondo qui l'avait désigné. Hein, donc c'est ce nom qui est sorti. Mais parmi des personnes âgées, hein, Di Kampondo est mort à 80 ans. Hein, il était suffisamment âgé. Hein, il est né en 1836. Donc c'était eux, disons les patriarches, qui organisaient. C'est une résistance du Ngondo, hein, et qui s'étend au niveau de l'intérieur du pays. Du côté de Tchang, le roi de Tchang dit les Douala ont raison. Pourquoi les Allemands veulent leur prendre leur terre? Le fils de Di Kampondo a quoi? Ludwig Mpondo. Il est exilé en Gaoundéré, déporté en Gaoundéré. Et il mène une campagne, une importante campagne pour la libération des terres du Cameroun. Que les Allemands n'ont pas à prendre les terres du Cameroun. Et lui, il est assassiné aussi. Hein, comme bon, son père est mort en prison, mais dans des conditions difficiles. Il est assassiné aussi. Bon, là, je vous donne l'envergure. On a presque 15 minutes qui nous restent. Pour ça, allons vite, donc, sur le en 1800, lorsqu'on commence les arrestations en 1914, hein, pour assassiner Douala Manga, des arrestations ont lieu à Bouéa, parce que la résistance se développe là-bas, en liaison avec celle d'ici. Dans le sud, Ebolova, Martin Paul Samba, Membenga Membono, dit Martin Paul Samba. Il venait ici à Douala en 1912 parler avec les chefs ici, et notamment avec Rodolphe Douala Mangabel, pour organiser la résistance. C'est un ancien militaire et il organise des maquis
dans la région de Bolova. Bon, c'est pour vous donner l'envergure nationale de la résistance camerounaise qui démarre ici. C'est pour cela qu'on a un phénomène d'une très grande envergure nationale. Mais le traité aboutit à quoi pour chuter vraiment? Le traité germano-camerounais parle de quoi? Bon, c'est un traité contradictoire. Le traité dit nous les Douala, nous vous accordons la souveraineté de l'administration de nos terres, etc. Mais le traité fait des réserves qui contredisent pratiquement ce legs de la souveraineté. Il fait des réserves, notamment au niveau des taxes, au niveau de la possession des terres. Qu'on n'occupe pas les terres des Douala. Bon, peut-être des terres vacantes, mais les terres qui sont celles des Douala, que les Douala reconnaissent comme les terres, on ne les occupe pas. Alors que par ailleurs, on a dit vous êtes souverain sur notre territoire. Donc ça, c'est la contradiction du traité. Très bien. On va y revenir sur les 10 minutes qui nous restent. Mais Guy. Oui, je voulais demander au professeur, ça fait quand même un siècle que le roi Dika est disparu. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour rendre cet hommage? Pourquoi maintenant? Vous savez qu'un centenaire a une portée symbolique énorme. Bon, c'est pas comme 10 ans, ou bon, vous pouvez me dire cinquantenaire aussi important. Mais un concours de circonstances a pu nous entraîner. Ça a été quoi le déclencheur? C'était prévu que vous rendriez hommage au roi Dika Pondo après un siècle, ou alors il y a eu une raison pour... Non, il n'y a pas une raison précise. On cherche quelque chose de particulier. J'ai dit au début quels étaient les objectifs ou les buts. Encore que ça aurait pu se tenir en 2016. Pourquoi est-ce que ça aussi pris pour pourquoi ça va prendre un an? Pardon? Pourquoi un an? Pourquoi étendre sur un an? Pour rester dans le même... Oui, pour donner toute une envergure à cet événement. Vous voyez, cette conférence internationale, il y a eu des conférenciers qui venaient des États-Unis, d'Allemagne. Mais là, est-ce qu'il y a le même engouement de la part des pouvoirs publics camerounais? Parce que là-dessus, pour valoriser ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun, est-ce que l'État s'est montré sensible? Parce qu'on a plutôt fait venir des gens de l'étranger, comme vous le dites. Quelle est la contribution et la prise de conscience de l'État camerounais vis-à-vis de cette opération? Bon, je dirais que le délégué du gouvernement était là. Le ministère de la Culture a été représenté à un haut niveau, mais c'est une première. C'est une première, et peut-être qu'à une autre occasion, il y aura des représentants d'un niveau beaucoup plus élevé. On peut discuter sur la représentativité des pouvoirs publics, mais il y a néanmoins eu un geste de ce côté-là. Tendance, on ne peut pas vraiment oublier, c'est que le professeur voulait beaucoup s'étendre. Oui. Tu m'oublies, tu as la parole. Le professeur m'oublie. Alors que j'ai parole ce matin. Tel que le professeur parle, je n'étais même pas encore né. Donc mon père n'a même pas encore fait la croix à ma mère pour m'accoucher. Mais je crois quand même que j'ai 2 ou 10 questions à vous poser. Bon. Est-ce que le roi Dika Pondo était le seul roi? Parce que, tel que vous expliquez, ils étaient nombreux. Est-ce qu'il était le seul à signer? Il était le seul. Oui, professeur, allez-y, répondez. Oui, c'était le seul, pratiquement. Non, il y a peut-être 3 dizaines. Il y a des notables, et des rois. King Bell signe. Mais vous parlez de signataires plénipotentiaires, ça veut dire quoi? Oui. Pour le roi Dika. Je vous ai dit, le bateau accostait au rivage Aqua. Et les Aqua étaient à la tête du Ngondo à cette époque. Donc il est plus représentatif à ce moment au niveau administratif. Mais ce sont le chef Bell et le chef Aqua sont des chefs de même niveau, si vous voulez. Et le chef Bell signe aussi. Et bon, là les historiens mènent des débats. Bon, on dit qu'il y a eu plusieurs traités. Les Daïdo, par exemple, ont signé ce traité la veille, le 11 juillet. Ils ont signé le même traité. Donc leur signature n'apparaît pas ici. Mais c'est le même texte qu'ils ont signé. Bon, on peut dire le signataire principal est celui-ci. Mais cela ne veut pas dire qu'au niveau statutaire des traditions, il est au-dessus de l'autre. C'est sa position au niveau du Ngondo. On ne peut pas dire qu'il a bradé un peu les terres du Cameroun, les terres Douala. Il n'y a pas eu... bon, c'est des débats qui se mènent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une cour d'équité ici à Douala. La cour d'équité rassemble
les populations, les conflits entre les populations et les conflits entre les populations et les étrangers, c'est-à-dire ceux qui viennent dans les bateaux. Donc il y a une structure juridique qui règle les problèmes. Il y a le Ngondo par ailleurs, et qui est 1000 fois plus puissant qu'il n'est maintenant, et qui s'occupe de tous les problèmes. Alors, l'ensemble des chefs, des notables, des rois sont au Ngondo. Alors, ce qui se passe en 1884 pour amener à la signature de ce traité, c'est que le Ngondo se conserve. Le Ngondo se conserve. Et il y avait deux préoccupations majeures. La première préoccupation est que des conflits importants ont lieu à l'intérieur du pays. Il y a des cadets qui s'enrichissent à travers le commerce et qui contestent le pouvoir. Il y a beaucoup de tiraillements. Et les chefs, les rois ont du mal à gérer cela. Et ils ont besoin maintenant d'un administrateur étranger. Parce qu'ils observent aussi ce qui se passe à Calabar, à côté, où il y a l'administration anglaise et tout se passe de manière convenable. C'est pour ça qu'ils ont eu besoin d'appeler les Anglais d'abord, qui sont arrivés tard, et les Allemands ont pris la place. Mais ce n'était pas pour brader, c'était pour solliciter une administration relativement moderne et qui pouvait les aider à pacifier leur... Merci beaucoup, professeur. Vous avez accepté de venir nous éclairer. Je dois rappeler que les discussions peuvent se poursuivre au-delà de la conférence qui a eu lieu hier, et que ceux qui veulent vraiment rentrer au cœur, quelle est votre cible d'ailleurs? Malheureusement, on est à la fin tendance. Président, ça me donne tel que tu as expliqué, non? Oui. Moi, je comprends, donc je vais alors comprendre qu'il était le seul roi qui commandait le peuple Douala. C'est ça, non, Chicha? Non. Il était à la tête du Ngondo. Non. Ah bon? Non. Oh! Au niveau du Ngondo, les chefs changent. Voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Un chef est là pendant 2 ans, après un autre chef vient. Alors, professeur Samuel, vous voulez sensibiliser Ça va le public en général, ou alors les étudiants davantage, ou alors la communauté Sawa, par exemple? La cible principale? Cette affaire-ci est une affaire de portée nationale. Nationale, très bien. C'est une affaire de portée nationale. Très bien, de portée nationale, ça veut dire qu'elle aurait donc dû être portée aussi par ceux qui gèrent la nation. De toutes les façons, on a été heureux de vous accueillir dans le cadre de cette opération qui va se poursuivre. Est-ce que vous avez la suite du programme? Alors, là, directement, à partir du 5 juillet, pendant quelques jours, une semaine à peu près, il y aura une grande exposition de photos à la salle des fêtes d'Aqua. Moi, j'ai commencé à voir certaines de ces photos qui évoquent et les personnages et des scènes et des monuments de cette époque. Et ceci m'a beaucoup impressionné, hein, ce que Douala était à la fin du 19e siècle et au début. Bon, donc c'est une grande exposition de photos qui aura lieu à partir du 5 juillet à la salle des fêtes d'Aqua. C'est l'événement qui va suivre immédiatement après. À partir du 5 juillet, donc vous donnez rendez-vous à tous ceux qui seraient intéressés à pouvoir se rendre. Donc la salle des fêtes d'Aqua, c'est le principal point de convergence. Oui. Voilà, je rappelle qu'on a entendu parler également d'une rencontre qui doit regrouper des chefs Sawa et une communauté qui vient, je crois, des Fon qui viennent de la région du Nord-Ouest. Bon, pour parler de vivre ensemble, forcément, au Cameroun. La tradition qui est dans tous ces États, c'est bien si ça peut ramener un peu de stabilité et d'équilibre dans cette nation qui est en train de tanguer au plan économique avec... Voilà, la suite, on va prendre quelques messages qui nous sont parvenus avec vous, Megui. Voilà un téléspectateur qui nous dit, Sam, que la sensibilisation des populations reste le point de départ et cela incombe de la responsabilité des chefs traditionnels car ils sont plus proches des populations. Ils peuvent aller dans des associations, des jeunes, des réunions de femmes ainsi que celles des hommes du quartier, dans les églises, bref, les lieux de rassemblement pour y parvenir. C'est Vanessa qui signe ce message, voilà. Et un autre message relatif à notre histoire du jour qui nous dit 75% des jeunes à Douala sont nés des jeunes parents qui ne s'aiment pas ou nés par accident. L'éducation de base des jeunes a échoué. L'heure est venue pour la répression car l'impunité nous a tués. Lorsqu'un adolescent a reçu une éducation de base solide, celle-ci brise tout obstacle extérieur. Voilà. Alors, on va prendre cet autre message qui nous dit, voilà, que concernant le papier biodégradable, pour moi, c'est un plan commercial. Et puisque je n'arrive pas à faire la différence entre le plastique biodégradable et l'autre catégorie. Les dirigeants non plus. Je sais pas. On me donne 2 nylons. J'ai discuté. Moi, je dis nylon pour que les gens. J'ai un prochain inspecteur de la brigade de contrôle.
Voilà, tu as le mobile, on a quoi, moi? Je dis bonjour, je dis moi-même je suis perdu dans l'affaire de biodégradables et dégradables. Voilà deux plastiques. Expliquez-moi, il dit vraiment mon frère. C'est le ministre qui connaît. Nous, on doit seulement dire qu'il faut interdire. Mais sur la signification dans l'appellation, quand on dit non biodégradable, je crois que c'est ça qui est interdit. On a de moins de 61 microns. Donc il vaut mieux utiliser des plastiques biodégradables. Comment les reconnaître? Non, puisqu'ils disent que les sacs bagots doivent être utilisés. Les gens ne savent donc pas si c'est biodégradable. Et qu'est-ce que ça veut dire même biodégradable? Ça veut dire celui qui peut être facilement détruit dans la nature. Voilà, sous peu de temps. Très bien. Bon, de toutes les façons... Notre message? Un dernier, oui. Voilà, notre message pour l'histoire du jour, de tendance. Voilà, j'aimerais dire à cette fille de ne pas renoncer à son mariage avec ce monsieur si elle l'aime encore. Tout dépend également si le type en question est du genre fonceur, s'il est engagé à trouver au plus vite un nouveau boulot pour ne plus se faire passer pour un ambassadeur. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être toi, avec l'aide de Dieu et la tienne. Il aura un boulot. Sois sage. Voilà, merci beaucoup pour l'ensemble de ces premiers messages que nous avons répercutés à l'ensemble de nos téléspectateurs sur les différents sujets. Le choix de son partenaire lorsque arrivent les temps difficiles. Est-ce que nous avons la latitude de nous détourner de notre partenaire lorsqu'il perd un emploi, par exemple? C'est une question lancinante aujourd'hui, puisque l'on sait que le monde est devenu essentiellement matérialiste en raison aussi de la conjoncture. Il n'est plus facile pour les hommes de trouver des femmes qui les acceptent tout simplement pour ce qu'ils sont, sans être sûrs de pouvoir avoir de quoi manger tous les jours. N'est-ce pas, Tendance? Comment tu as su ça? On va pas manger l'amour. Si elle tombe malade aujourd'hui, ce n'est pas l'amour qui va m'amener à l'hôpital. Si maman a son contrôle à pas à l'hôpital à la fin du mois, ce n'est pas l'amour qui va l'amener à l'hôpital. Alors c'est mieux de trouver un homme qui se débrouille. Toi aussi vous vous débrouillez pour joindre les deux bouts. Mais joindre les deux bouts justement ensemble, ça peut se faire. Vous mettez vos genoux au sol à deux. Et là je ne refuse pas ça. Mais parce que si un homme reste avec moi et qui ne travaille pas, il va être, donc je serai un peu comme madame. Lui, je serai un peu comme sa patronne. Je vais dire monte. S'il ne monte pas, je dégage. Quelle est la raison pour laquelle tu vas dire monte? La raison pour laquelle il met ça à quoi? Non, Franchot. Franchot, il met ça à quoi? On va dormir, ça va changer quoi? Donc je suis venu sur terre dormir. Donc c'est ça. Bon, de toutes les façons, ne prenez pas, ne prenez pas les propos de Tendance au premier degré. Elle veut seulement refléter l'image d'une certaine catégorie de femmes qui existent. C'est bien. Non, je m'attendais à ce que Megui rebondisse. Parce que c'est dit par une femme. Megui ne rebondit pas. Mais si Charles Amel ouvre la bouche, Megui va dire non, vous êtes toujours en train. J'ai déjà rebondi en première partie. J'ai dit que ce n'était pas normal. Très bien, maintenant on passe à la suite. Je suis très objective, hein, moi. Voilà, Megui, vous gardez donc la parole pour la revue des réseaux sociaux de ce jour. Voilà, merci Sam. La revue des réseaux sociaux, donc l'activité sur Internet qui va au rythme des rebondissements de l'actualité nationale et mondiale. La première information, justement, concerne Adèle Mbala, qui a été limogée de son poste de directrice de l'information TV au niveau de la chaîne nationale, et elle a été remplacée par le retraité Jean Atangana qui a été rappelé. Également Jean-Marie Nka qui a été limogé de ses fonctions de rédacteur en chef. On se rappelle de la diffusion du vrai faux gouvernement, premier gouvernement français de l'ère Emmanuel Macron, au journal TV du 20h30 sur la chaîne nationale, édition du lundi 15 mai 2017 par Adèle Mbala, ce qui aurait donc été ce qui aurait été la cause justement de ce limogeage. Alors, si c'est la cause, ça veut dire que ça intervient très tard, ce recadrage. Et là, je voudrais exprimer vraiment ce que je ressens tout de suite, parce que à la nomination de Charles Pitagon Ndongo à la direction générale de CRTV, tout le monde s'était levé pour saluer le grand professionnel qui arrive. Et si on peut commencer à faire les premiers bilans de son mandat, vraiment rien à se mettre sous la dent fondamentalement. Au niveau du timing, bon, sauf qu'on nous dit que la CRTV n'est pas pilotée par le directeur général et que ce type de nomination relève
par exemple, du conseil d'administration qui, lui, est tenu par le ministre de la Communication de façon statutaire. On ne peut pas remplacer une directrice d'information, je crois, 3 ou 4 mois après qu'elle ait commis une faute et laisser tous les autres, d'ailleurs, qui relèvent de la chaîne d'information. Ibrahim Chérif, je ne sais pas s'il a été maintenu à sa fonction. Il a été maintenu, voilà, alors, Alain Bélibi. Voilà, vous libérez également le rédacteur en chef, Jean-Marie Nka, et la directrice de l'information, peut-être parce qu'à l'époque, elle avait fait l'objet de vives critiques sur la place publique. Mais je trouve que c'est proprement maladroit cette façon de procéder. Et surtout, la personne qui la remplace, c'est un has-been. On ne peut pas aller chercher un retraité non plus. Jean Atangana, c'est un fossile qu'on est allé chercher. Même s'il a fait de belles choses par le passé. Mais véritablement, on dira, bon, ce sont des nominations, c'est discrétionnaire, donc on ne va pas chercher à savoir comment est-ce que ça fonctionne là. Absolument, ça me faut quand même remarquer une chose. Nous sommes, vous qui dénoncez souvent ce gouvernement de vieillards. Et quand on a Charles Ndongo, un retraité, Alain Bélibi, un retraité, que voulez-vous? Ils vont chercher autour d'eux. Entre groupes, on va prendre un retraité également. Et comme vous également, je ne comprends pas. Est-ce que c'est là transmis? Je veux dire, cette nomination au conseil d'administration qui a pris autant de temps, première chose, est-ce que dans la chaîne, elle présentait le journal, elle a commis une faute professionnelle, c'est vrai, mais avait-elle la vraie information, cette information lui venait des rédacteurs en chef, tout ça, ou bien avait décidé unilatéralement de diffuser ce gouvernement qui n'était pas encore confirmé. Bon, peut-être qu'à l'intérieur, bon, elle peut avoir montrer une certaine approche qui n'était pas conciliable avec l'établissement. Et lorsqu'on traitait Charles Hamel, souvenons-nous de cette information, on avait dit, bon, que la directrice de l'information, normalement, n'a pas vocation à être sur le plateau de la présentation. Elle devait rester à son poste pour contrôler. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que le rédacteur en chef, Jean-Marie Nka, lui, il est concerné dans ce cas-là? Comment vous réagissez à ça? Sam Séverin, moi, j'appartiens à cette catégorie où on est noir ou on est blanc. Il faut faire le choix. Sur les réseaux sociaux, on a dit virer là. Sur les plateaux de télévision, on a dit virer là. Excepté quelques personnes qui disaient non, par mesure de conscience. Maintenant qu'on la vit, ça devient un problème. Elle est virée, point. C'était le choix de ça. Non, ça n'arrête pas un plaisir. Non, ça que c'est la façon oui, Sam Séverin, vous savez, aujourd'hui, tous disent qu'ils n'ont pas de compte Facebook, mais tous sont sur Facebook, tous suivent Facebook. La preuve, on a vu les gendarmes qui ont été limogés, c'est parce que le CED a dit, allez nous consulter. Bon, mais elle n'est pas virée de CRTV, elle est juste limogée. Mais c'est une humiliation pour elle, parce qu'on sait d'où ça vient, d'où est-ce que ça provient. Est-ce que toute la chaîne, parce qu'elle dit que c'est lorsqu'elle est assise, lorsqu'on l'a écoutée, c'est lorsqu'elle est assise en plein journal télévisé qu'on lui ramène un papier. Elle prend le papier, elle avait déjà... Qui lui ramène le papier? Est-ce que c'était le rédacteur en chef? Justement, on lui amène le papier. Est-ce que ce n'était pas finalement un coup monté? Point d'autres interrogations. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu de lire une intelligence? Parce qu'elle on lui amène en plein 20h. Si elle est déjà à l'antenne, elle n'aura pas le temps. Elle se dira que celui qui amène le document, c'est un document palpable, vérifié. Et c'est là où elle s'est retrouvée en train de lire ce document, Sam Séverin. Ça, c'est ce qu'elle avait dit. Est-ce que toute la chaîne, jusqu'au cadreur, on devait même tous les virer, Sam Séverin? Bon, disons, c'est une bien triste fin. Parce que c'est vraiment le début de la fin pour Adel Mala, reconnaissons-le. Dans les métiers de la communication, la télévision, vous dégringolez lorsqu'on vous enlève du plateau. Et c'est ça aussi l'une des conséquences de cette volonté de trop vouloir s'afficher tout le temps. Elle avait déjà bénéficié d'une nomination en tant que directrice du centre de formation des Kounou, de la CMCA à l'époque. Donc c'était une privilégiée du système. Elle était même proche des cercles de la présidence de la République parce que régulièrement elle était invitée. Tendance lorsque la première dame. Alors, qui a comploté contre Adel Mala, si on veut prendre... C'est elle-même qui a fait cette déclaration. C'est la responsabilité de Charles Pythagore Ndongo. Même s'il y a eu le comploteur, c'est lui qui décide en dernier ressort. Et c'est lui qui propose au conseil d'administration s'il peut continuer ou pas de travailler avec elle. Mais pour des postes comme ça, je crois que le DG n'a pas... parce que pour directeur d'information, je crois que ça ne relève pas de la compétence du DG. Comme on dit, la voix de Charles Ndongo porte. Oui, même la nomination à la brigade spéciale de reportage à la présidence de la République. Et vous dit, la voix de Charles Ndongo est écoutée. Très bien. Alors, tendance. Donc, on ne commet plus les erreurs. Voilà. Oui, dis donc, ça peut arriver. Ça peut arriver comme ça peut aussi arriver à une autre personne. Et toi qui es venu tendre le papier, quand elle faisait le 20h là,
Je suis sûr que tu ne la voulais plus sur le 20h30. Le 20h30. Mais c'est 9 ans ensemble. Maman, tiens bon. Tu comprends, non? La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Parce que c'est que les gens vont t'insulter sur les réseaux sociaux. Que hier tu étais en haut, maintenant tu es en bas. La vie est faite ainsi. Il y a le haut et le bas. Comme ça. Donc, alors, il faut profiter quand même pour dire, Sam Sévérin, que même nous-mêmes qui tenons des plateaux, à des moments, vous êtes en pleine émission, vous avez quelqu'un qui vient vous remettre un papier. Lorsque la personne vient vous remettre le papier, vous avez l'impression que ça a été validé en haut lieu. Parfois, vous vous posez l'interrogation, je lis ou je ne lis pas. Là, je dis, non, c'est pas une question d'annonce. Ça peut être un peu complet. Je vous complète justement, il y en a un qui a été sanctionné comme ça, précisément parce qu'on lui apporte un plateau où le président de la République annonçait seulement les appréciations pour une fête nationale à l'étranger. Parce qu'il terminait le journal, là, pas lui, il a été sanctionné. Voilà, précisément. Donc, je dis, ça pose un problème à ce niveau. Samy peut être un peu prudent aussi. Parce que rester quelqu'un vient te tendre le papier, elle a perdu la tête, c'est arrivé. En plus, même, il y a ce qu'on appelle cumul de postes, en bon français. Voilà mon français qui finit. Cumul de postes, cumulation de fonctions. Parce que quoi? Si elle était seulement au cadre où vous lui avez le poste qu'on lui avait donné. Directrice de l'information. Et ça passait à la télé, ça ne devait pas se passer, elle devait prendre tout le temps pour regarder. Voilà. Parce qu'en même temps, elle peut être animatrice, en même temps en bas, ici, rédacteur en chef. Même si elle n'est pas fréquentée, non. Même si elle n'est pas fréquentée. En même temps, elle peut être directrice des programmes, en même temps, elle revient faire l'émission aussi. Tu vois, non, ça. Mieux, c'est qu'on me donne mon poste et me concentre, on me donne mon bureau. C'est pour cela que, la clé entre sur moi. Au début, j'ai parlé de Charles Ndongo qui ne devait pas accepter ce type de dysfonctionnement. Parce que si c'est un professionnel qui sait ce qu'il a à faire, on ne peut pas avoir une DI se retrouvant. Parce qu'ailleurs, on ne les voit même pas. Ceux qui ont le poste de responsable dans les médias. Ils doivent filtrer. On ne les voit pas, ils sont assis, ils travaillent. Les présentateurs vedettes sont bien connus et ils font bien leur boulot. Je ne te coupe pas ça. Oui, vas-y, donne-moi quelques secondes. Oui. Si je vois quelqu'un insulter Tata Adembala sur les réseaux sociaux, je fais un bloc son compte. Parce que vous attendez ça pour l'insulter dans les forums. Je suis aux aguets. Je suis aux aguets pour vous. Parce que vous allez la rincer. On se connaît. On se connaît ici au Cameroun. Bon, disons que c'est une femme publique, donc elle peut accepter qu'il y ait quelques commentaires à son nom, mais on va relativiser en reconnaissant qu'il s'agit bien d'une professionnelle, malgré tout, qui a rythmé la vie de la télévision publique avec une certaine maestria à l'époque. On peut se rappeler également du cas de Anne-Martin Voto dans le même registre aussi, qui est partie malheureusement par la petite porte. C'est ça le drame, parce qu'il faut savoir préserver nos icônes. Et en cela, on pourra regretter le départ d'une personne comme Denise Epoté Durand, par la suite, qui officie finalement au niveau de TV5 Monde. La suite, vous dites qu'Adelbala, elle a été affectée où finalement? Je vais chercher... Voilà, très bien. De toute façon, elle va garder le moral. Elle a été affectée à un autre poste de toutes les façons. Donc, voilà, la deuxième information, c'est le Nigérian Dangote Aliko, voilà, qui étend sa présence au Cameroun en achetant 92,2% des parts du capital de l'Union camerounaise des brasseries fondée par l'industriel Joseph Kadji de Fosso. L'entrée du Dangote aurait permis à cette société donc d'optimiser ses ventes avec un volume de 620 000 hectolitres contre 470 000 hectolitres en 2015. Donc les internautes, pour la grande majorité, estiment que c'est une très bonne chose et que plus qu'avant, le président Paul Biya devrait justement chercher des bailleurs de fonds en Afrique, notamment au Nigeria, juste à côté, que de faire des milliers de kilomètres pour aller les chercher du côté de l'Occident. Très bien, une très bonne chose pour vous aussi, Mbombog Mengan. Absolument, Sam, je le dis ici plusieurs fois et ça a d'ailleurs été énoncé par un Camerounais qui est magnat de la finance et de la formation supérieure. Je parle de Paul Fokam Kamounié. Il avait dit au président de la République, mais donnez-nous les opportunités pour signer les accords de partenariat économique avec le Nigeria, le voisin Nigeria qui a aujourd'hui tourne autour de 200 millions d'habitants, Sam, avec un milieu d'affaires très prospère. Voilà, donc, et là maintenant, ça renvoie à ce voisinage. Alors, les premières conséquences, c'est quoi? Est-ce que les produits de l'Union camerounaise des brasseries seront désormais commercialisés au Nigeria aussi? Absolument, c'est ce que je crois. En fait, on n'a pas lu toutes les orientations, tout le contenu de cet accord, mais il semble que le vieux Kadji, bon, permettez l'expression, il aime qu'on l'appelle ainsi, le vieux Kadji voudrait qu'on conserve que ça s'appelle toujours UCB et que c'est protège le label. Voilà, qui protège le label. C'est-à-dire que
notamment Spécial Brasserie qui prennent la bière qui porte son nom, mais également l'eau minérale Madiba qu'il avait en PD et qui a d'abord été prisée dans le monde entier. Et ça nous permet également de rivaliser les industries brassicoles qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent notamment de l'extérieur, et pour étendre maintenant le réseau africain. Bon, ce n'est pas mauvais d'aller voir Kadi à Lagos, à Kaduna, ou je ne sais pas moi, au Ghana et partout ailleurs. Quand c'est comme ça, non, c'est bien. Ça fait l'image du Cameroun partout. Ça fait l'image du Cameroun. Et je regarde encore l'image du père, il a pris de l'âge. Qu'est-ce que papa a grandi, ça? Mais il va vers 90 ans. Waouh! Ouais. Qu'est-ce que papa a grandi? C'est ce que ma copine a dit quand elle est arrivée au Cameroun. Elle fait 2 heures et vient voir sa mère et dit que maman, tu as grandi. Ta mère grandit encore comment, mamie? Tu voulais snobber qui? Que maman, qu'est-ce que tu as grandi? C'est pour ça qu'elle dit que le père. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, pour rester dans la famille, quelques-uns de ces enfants qui restent dans l'entreprise? Ils sont nombreux. Ces enfants sont nombreux. Ces enfants sont si vous permettez, effectivement, nos confrères de la nouvelle expression, avaient sorti un document, un dossier par rapport à cela, parce qu'ils l'ont rendu public, on peut oser le citer. Que valent les fils de nos milliardaires? Ils sont partis de Kadi, de Voto, de Sopo Priso, de Fadil. Gilbert Kadi, de chef Voto pour les plus connus. Pour dire qu'en fait, voilà des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, mais n'ont pas pu perpétuer l'héritage de leur père. Or, eux, ils ont fait des études assez élevées pour certains. Mais pourquoi n'ont-ils pas pu conserver les trucs? Alors que les entreprises comme Toyota, comme Castel, comme Renault, c'est des entreprises, je dirais, familiales et qui aujourd'hui deviennent des multinationales. Et dans cette perspective, est-ce qu'on ne dirait pas malgré tout que l'absorption de UCB par Aliko d'un côté peut être perçue aussi comme un échec de cette gestion qui n'aura pas été assez efficiente? Oui, on peut le dire. Hein, lorsqu'on se rend compte qu'on effleure les 92,2%, que restera-t-il? Que restera-t-il véritablement encore au père Kadi? C'est la question qu'il faut se poser d'un certain côté. C'est vrai, oui. Moi, je suis d'accord avec le fait aujourd'hui qu'il puisse rentrer dans le capital, qu'il puisse rentrer avec ses actions. Ça va permettre à la marque, au label, de pouvoir se vendre, on ne peut plus, dans toute l'Afrique. Commençons même par l'Afrique, parce qu'on connaît la poigne d'Aliko Dangote, on le sait. Mais à un certain niveau, ça pose aussi beaucoup d'interrogations. 92,2%, il va laisser sensiblement 16,8% ou 8,8%. Si on va fouiller par là, pour voir à peu près 7,8%. 7,8%, Sam Severin. Aujourd'hui, ça compte combien? Est-ce que les 7,8% appartiennent uniquement au père Kadi? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres personnes qui sont tout autour? Il y a autant d'interrogations. Est-ce que quelque part on ne va pas vers l'échec? Alors là, réfléchissons, posons-nous les bonnes questions. Alors, le vieux est-ce que ce n'est pas une stratégie aussi de la part du vieux? Une technique, ça fait venir, céder l'entreprise. oui. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de la part du vieux pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer d'écarter et maintenir le vivant? Donc je crois que là, l'avenir nous le dira. Pour dire à ces enfants que vous n'avez pas pu. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je crois que c'est comme ça que ça peut être perçu aussi, parce que si les Gilbert Kadi et tous les autres qui, normalement, devaient perpétuer cet héritage avaient su gérer l'affaire, on n'aurait pas eu besoin de faire venir un investisseur aussi puissant. Mais, très bien, si ça relève d'une privatisation dans le secteur privé, ce n'est pas bien mauvais, Megui. Et oui, moi je trouve que si ça peut arriver à relever cette entreprise qui est assez mythique quand même au Cameroun, c'est pas une mauvaise chose. Et puis, je reviens à ce que les internautes ont dit. Si le gouvernement peut, plus qu'auparavant, travailler avec les bailleurs de fonds africains qui ont des réalités d'ici, c'est-à-dire qui sont un peu plus proches de nous dans la gestion de nos sociétés par rapport à nos contextes, ce serait une bonne chose que de tout le temps aller du côté de l'Occident, chercher des bailleurs de fonds et puis on ne voit même pas toujours les demandes. Maintenant, dernière image pour voilà, on va sortir de cette rubrique avec cette dernière information qui est même une annonce. Donc on parlait hier de ce jeune homme qui aurait donc assassiné sa petite amie du côté de Boya, la jeune fille âgée de 24 ans qui lui aurait préféré un autre. Il l'a assassiné par strangulation, voilà. Il a donc été arrêté, je crois, hier par les forces de l'ordre en tentant de s'enfuir. Certains internautes disent qu'il s'est rendu, mais d'autres ont assisté à son arrestation et on dit que voilà, il essayait de s'échapper et il a été appréhendé par les forces de l'ordre.
très mauvaise chose. Pour nous, Dieu sait comment il fait ces choses. c'est pas une bonne image pour les jeunes. Vous n'arrivez Oui, pas. tendance, allez-y, oui. Dieu sait comment il fait ces choses. Et ça me... Sata. Oh, Sata. Qu'est-ce qui t'a pris pour que tu me tues l'enfant? Oh, Sata, que tu aimes l'amour, l'amour. Tu aimes plus que les qui? Maintenant, tu vas aller couper en prison. En ce moment, non, je vais apprêter le tapioca et les archives grillées, te donner, tu vas vendre là-bas pour t'en sortir. Comment on ne rentre plus? Crime passionnel, crime passionnel. C'est que les Blancs sont venus nous tromper avec. Tu peux écrire crime passionnel là. Tu peux m'écrire ça en anglais. Mais dis donc, on parle aux enfants, ils ne comprennent pas. Juste qu'il se permet de se placer sur sa page Facebook. Il dit, bébé, je t'aimais trop. Oh, la police camerounaise, j'ai le whisky pour vous. Je vais passer dans Alors, parlant de crime passionnel, hier, comme on l'évoquait, Charles Hamel, il n'est pas possible qu'il puisse bénéficier de circonstances atténuantes et qu'on puisse le retrouver en liberté 6 mois plus tard. Il faut espérer qu'il puisse payer de son crime quand même. Non, Sam Sévérin, il faudrait maintenant qu'on définisse l'ensemble des contours qui ont poussé à poser cet acte. Et il y aura des enquêtes qui vont être menées. Et Dieu seul sait que la justice est très diligente de ce côté du sud et nord-ouest. On le sait. Aussitôt que vous êtes arrêté, vous ne tenez pas à vous passer devant un juge. On va mener des enquêtes. Les policiers qui vous ont arrêté vont venir spécifier le contexte dans lequel ils vous ont pris. Maintenant, on va convoquer les frères, les sœurs, les amis pour venir attester de ceci que, véritablement, ils avaient une idylle entre les deux. Alors, est-ce qu'il y a eu promesse? Il faut aussi savoir, est-ce qu'il y a eu toqué? Parce que ça, ce n'est que le premier fait pour lui. Il a posté sur sa page, il pourrait avoir une promesse de mariage où il serait venu rencontrer la famille en disant, je vais bien m'engager. Ben, oui, Meggy. Ah non, non, je voulais signaler que juste à l'instant, notre rédaction nous dit que voilà l'information selon laquelle Dangote aurait racheté des parts à la société UCB, justement, a été démenti. Il y a un démenti qui a été envoyé, justement, à Equinox Radio, de la part de Joseph Kadji de Fosso. Donc l'information n'est pas avérée. L'information n'est pas avérée. Donc, il faut signaler à nos téléspectateurs que la revue des réseaux sociaux, on parle de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, on peut recouper l'information. Mais il s'avère que tout à l'heure, donc, l'information a été démentie par Joseph Kadji de Fosso. Voilà. Voilà, donc c'était important de le signaler puisque les commentaires étaient déjà partis bien plus loin de cela entre ceux qui s'en félicitaient tout de même et ceux qui s'en étonnaient puisque nous on faisait partie aussi de ceux qui pensaient que normalement on ne devait pas céder totalement les parts d'une entreprise camerounaise comme celle-là à Aliko Dangote. La réflexion pourra donc se poursuivre à cet effet. Voilà, on va à l'instant donc aller prendre la prochaine rubrique, et ça s'appelle Interpellation. Ok, ce que moi je vais dire concernant notre pays, c'est que les jeunes souffrent beaucoup dans notre pays parce qu'ils ont beaucoup fréquenté et n'ont pas d'emploi. Et ce que je souhaite pour notre gouvernement, c'est créer beaucoup d'emplois pour les jeunes de séjour. Parce que présentement, dans le gouvernement camerounais, il n'y a pas de jeunes. On voit plutôt les anciens qui sont toujours là des années et des années, et il faut que ça change. C'est ce que moi je veux pour le développement du pays. Voilà. Les mêmes problèmes, les vieux qui s'accrochent au pouvoir, qui ne veulent pas lâcher. Voilà la nomination des recteurs. Parmi les recteurs, on s'attendait à voir des jeunes. C'était encore les vieux. Voilà les généraux tout récemment. On voulait des jeunes, c'est encore les vieux, ceux qui sont même déjà à la retraite. Bon, voilà, ils posent la question. Je crois que ça fait l'objet de prières pendant le jeûne de ces musulmans qui voulaient véritablement voir les choses changer. Vivement que les jeunes s'intéressent. Déjà, les jeunes s'intéressent, mais pourquoi on ne cède pas une part du gâteau national pour une interrogation? Voilà, parmi les généraux nommés hier, quelques-uns qui ont dépassé l'âge d'entrée à la retraite finalement. Bon, c'est une exception, l'armée camerounaise, mais on peut parler même du nouveau bureau élu au JICAM, parce que le premier vice-président s'appelle Sanda Oumarou. Même si en son temps, on l'avait connu comme un très bon ministre des Postes et Télécommunications. Bon, mais c'est quand même un nom qui résonne depuis des années déjà. Alors, où sont les jeunes? Dans le nouveau bureau du JICAM, vous avez 2 femmes. Très peu de jeunes, il n'y en a pas. Peut-être qu'elles iront chercher un jeune parmi le personnel qui va être recruté là-dessus. Est-ce que les jeunes eux-mêmes ils veulent? Vous-même, vous voulez?
Est-ce qu'on va aller forcer les gens à travailler ou encore vouloir faire quelque chose qu'ils ne veulent pas? Vous voulez, mes amours. S'ils veulent, ils peuvent aussi poser leur candidature ensemble. Ou pour entrer au GICAM, on fait comment? On pose la candidature ou on fait comment? Moi-même, je ne connais pas. Je ne connais pas comment on fait pour entrer au GICAM. Si vous connaissez, vous pouvez me conseiller les jeunes d'aller travailler là-bas. Ou on vous nomme seulement, je ne sais pas. Non, ça, moi, je pense que le problème ne se pose pas de la même manière quand on est dans le secteur privé que dans le public. Dans le privé, notamment, c'est généralement, vous n'allez pas empêcher le vieux Kadi, s'il voulait, être président ou vice-président du GICAM de le faire. La même chose se trouve en Europe. Donc là-bas, c'est là où on parle du patronat. Généralement, c'est des gens qui ont bâti les fortunes eux-mêmes et peut-être leurs enfants leur ont succédé là-dedans. Donc, oui, ça ne gêne pas si le milieu économique va bien. Mais tel n'est pas le cas pour le gouvernement. Vous avez vu même avec Hollande, François Hollande, quand il est élu, le porte-parole du gouvernement s'appelait bien Belkacem, il avait 32 ans. 32 ans, porte-parole du gouvernement. Et ici, chez nous, je pense que le plus jeune ministre a dans les 54 ans, 56 ans. Non, en fait, on a parlé dernièrement que c'est le ministère des Finances. Il est né en 66. Voilà, c'est le plus jeune. 66, ça veut dire qu'il a 51 ans. Or, les autres ont 60 ans et plus. Or, ce n'est pas, pas bon pour ceux qui exercent les fonctions publiques. Il faudrait une certaine célérité dans le traitement des dossiers. Très bien, c'est compris. Maintenant, dans le secteur privé, quand même, il faut intégrer les petites et moyennes entreprises. Dans le patronat aujourd'hui, on parle des start-upers, par exemple, les tout jeunes créateurs d'entreprises. Je pense que c'est l'une des réflexions, d'ailleurs, si on parle du GICAM, sur lesquelles il devrait s'appuyer, intégrer les plus jeunes entrepreneurs. C'est en cela que moi, j'estime que dans ce nouveau bureau, on aurait dû donner un signal en intégrant un des jeunes qui représentent les start-upers aujourd'hui, parce que l'entrepreneuriat, ça ne doit pas être la seule affaire des vieux aussi, hein. Il me semble. Voilà. Oui, peut-être que pour ajouter, non, la différenciation s'est faite lorsque les Yangma sont partis, précisément, et c'est là où les CAM, c'est les jeunes qui dirigent les CAM aujourd'hui. Que ce soit le MECAM, que ce soit le MECAM ou les CAM, c'est des jeunes. Et là-bas, je pense que les patrons ont dans les 40-45 ans. Très bien. Alors, sur cette actualité concernant les vieux et les jeunes, vous avez un dernier mot ou on passe à la suite? Je vais dire quoi, Sam? Oui. Les vieux, ce sont les experts. Oui. Ce qu'un vieux peut faire aujourd'hui, un jeune ne peut pas faire. Donc le vieux prend le temps, il réfléchit avant d'agir. Alors que le jeune a tout le sang qui chauffe. Oui. Peut-être qu'on aura affaire à de jeunes gens dans les sphères politiques et économiques au Cameroun avec l'avènement espéré d'un nouveau régime. Et cet avènement-là ne peut intervenir qu'à la suite d'un vote massif. Et nous en profitons donc pour annoncer cette autre série d'inscriptions massives sur les listes électorales ce week-end au carrefour Bépanda pour le cas de Douala. Initiative avec la coalition de ceux qui sont derrière le concept 11 millions d'électeurs, mais avec quelques autres responsables des mototaxis de la ville de Douala au niveau des grands carrefours. Mais davantage, l'opération va s'ébranler dans la région de l'Ouest ce week-end, où est attendu d'ailleurs l'inspirateur de l'opération, Cabral Libi lui-même, qui effectuera le déplacement de Bafoussam ce week-end. Ce samedi donc, allez-y, nombreux, vous inscrire sur ces listes afin d'accomplir votre devoir le moment venu. Voilà, nous allons passer à autre chose à présent pour aller recevoir 1001 tapis, le concept Salaka qui nous amène une bonne nouvelle encore ce matin. Bonjour, Consti Lamine. Oui, bonjour Sam Séverin et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent encore ce matin sur les antennes des Kinance Télévision. Alors, je suis donc là ce vendredi, un vendredi exceptionnel pour annoncer cette bonne et grande nouvelle. Alors, suite à la demande massive par appel et par SMS de nos clients qui nous ont dit, Consti Lamine, le concept Salaka, nous ne sommes pas encore prêts, nous sommes bel et bien intéressés par vos laptops et bien sûr vos ordinateurs de bureau, mais on a un problème de temps. Alors pour tous ces téléspectateurs qui nous ont appelés au courant de la semaine et même jusqu'à ce matin, je recevais encore des appels, nous allons leur accorder une semaine supplémentaire. La campagne des ordinateurs qui était prévue pour être clôturée demain, le 1er juillet, sera plutôt clôturée le 8 juillet, samedi, bien entendu, sans bien sûr prolongation. Donc la campagne des ordinateurs de 35 000 francs, la campagne des laptops de 75
000 francs va plutôt s'achever, chers téléspectateurs, le samedi 8 juillet à 17h30 dans les magasins 1001 tapis. C'est bel et bien du côté bien sûr d'Aqua, c'est à Douala au Cameroun. Alors à l'instant, nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, tout en vous rappelant que ceux qui sont hors de la ville de Douala, ne vous inquiétez surtout pas. Appelez-nous à nos numéros de téléphone, passez-nous vos commandes, on va vous faire parvenir vos marchandises dans de très bonnes conditions et dans un délai très limité. Alors ce matin, nous commençons rapidement par les tapis. Ah ben oui, les tapis de qualité supérieure. Vous les connaissez déjà, ces tapis sont de retour. 1,80 m sur 2,5 m. C'est des tapis d'origine turque. Le prix va s'afficher à l'écran. Vous les avez à 19 500 francs. Un tapis de qualité supérieure, vous l'avez à 19 500 francs. Il est neuf, il est dans son emballage avec bien sûr une garantie. Ça veut dire quoi? Vous l'achetez et vous constatez qu'il y a un bobo, vous nous appelez et on le remplace. Et comme il n'y a jamais de problème, les clients sont très satisfaits pour ces tapis-là. À côté bien sûr des tapis, on a bien entendu des tissus d'ameublement. Ah ben oui, le prix va encore s'afficher à l'écran. 1000 francs le mètre de tissu d'ameublement. Pour vos meubles de bureau, vos meubles de maison, vos meubles bien sûr, c'est-à-dire de la chambre, quel qu'en soit le type de meuble. Voilà donc des tissus de qualité. Le prix s'affiche encore à l'écran. 1000 francs pour un mètre de tissu de qualité supérieure. Nous allons tout de suite, avec la permission de la réalisation, afficher bien entendu les robots mixeurs de qualité supérieure. Ah ben oui, j'ai dit bien des robots mixeurs de qualité supérieure. Et je rappelle que l'achat de ce robot mixeur vous donne droit à un lot de tomates. Je viens en direct à la télé. Pour ceux qui sont à Douala, vous achetez ce robot mixeur, vous avez droit à cette tomate de qualité supérieure. Comme vous donne John, question de tester votre robot mixeur. Ceux qui sont hors de la ville de Douala reçoivent des boîtes d'arachides. Question de tester votre robot mixeur. Vous l'avez à 12 500 francs. Un robot mixeur neuf dans le carton avec garantie. Que ce soit pour les jus de fruits, que ce soit pour les condiments secs, que ce soit pour les condiments frais, vous avez un robot mixeur à 12 500 francs. Le stock est en train de s'épuiser et quand on l'achète avec le prix qui s'affiche à l'écran, vous recevez un lot de tomates Oya. Les tomates de qualité supérieure. Ah ben oui, un lot de tomates Oya qu'on vous donne gratuitement. À côté bien sûr des robots mixeurs, on a bien entendu des laptops. Ah ben oui, des laptops. Les laptops de 75 000 francs. Vous aviez encore 8 jours pour acheter un laptop à 75 000. Je dis bien un laptop, le prix va s'afficher encore à l'écran pour tous nos téléspectateurs. Un laptop de qualité, corps de Dio, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 1.8 de processeur, lecteur et graveur DVD. Vous l'avez à 75 000 francs. Il est de qualité supérieure. Il est d'origine. Appelez le numéro de téléphone. Et pour tous ceux qui achètent un laptop, on vous donne gratuitement un parapluie que voici. Quand vous achetez un laptop à 75 000 francs, vous avez droit à un parapluie John au magasin 1001 tapis, quel qu'en soit où vous êtes. On a bien sûr des ordinateurs de bureau, des ordinateurs complets. Ah ben oui, c'est bien sûr pour des établissements, pour la maison, pour des élèves, pour des étudiants et même pour des entreprises. Vous les avez à 35 000 francs. Nous mettons l'accent sur le prix ce matin et nous rappelons à tous nos téléspectateurs que le stock est en train de s'épuiser. N'attendez pas la dernière minute. Ordinateur complet, je rappelle c'est un Pentium 4. Vous l'avez à 35 000. Je dis bien 35 000 francs cet ordinateur. Et quand vous l'achetez, on vous donne bien entendu un parapluie John. Il dit bien le parapluie, il est un John quand on achète son laptop à 75 000 ou alors son ordinateur complet à 35 000. Voilà le parapluie, il est en direct à la télé. Il est un John pour tous nos clients. Je vais tout de suite parler de fer à vapeur pour dire tout simplement, chers téléspectateurs, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Alors pour éviter tout cela, courez dès à présent du côté du magasin 1001 tapis et achetez un fer à vapeur neuf, un fer à vapeur de qualité, d'origine, il est grand, il est solide. Il faut le rappeler, c'est 7500 francs, un fer à vapeur du côté du magasin 1001 tapis. Et quand on l'achète, on vous donne un morceau de savon John. Question de laver vos habits et après les repasser. Un morceau de savon John pour un fer à vapeur, bien entendu, de 7500 francs. On va bien sûr poursuivre la vente rapidement, bien sûr, il faut le rappeler, des woofers à 26 000. Un woofer de qualité, un woofer d'origine, vous l'avez à 26 000 francs avec plein de lots qui l'accompagnent. On va également parler des plaques à gaz turbo, des plaques à gaz 3 foyers. Vous les avez à 28 000 francs. Et quand vous l'achetez, vous avez droit à un sachet de spaghettis de 500 grammes
qu'on vous donne gratuitement, je le dis en direct à l'antenne, quel qu'en soit vous êtes, une plaque à gaz turbo 3 foyers, vous l'avez à 28 000 francs seulement. Nous allons conclure la vente rapidement avec bien sûr des cuiseurs de riz électriques. Ah ben oui, c'est neuf. C'est dans le carton, ça ne coûte que 18 000 francs au lieu de 45 000 comme partout ailleurs. Et ce cuiseur de riz s'accompagne de 500 grammes de riz parfumé offert du côté du magasin 1001 tapis. Donc j'invite bel et bien tous nos téléspectateurs à se rendre massivement. Nous sommes à Aqua, en face de la boulangerie Saker Palais d'Ika, non loin de Douala-Bar. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 8h30 à 10h30 minutes. Les numéros de téléphone s'affichent. Appelez dès à présent, passez vos commandes, n'hésitez surtout pas. Quel qu'en soit où vous êtes à Garoua, à Maro, en Gaoundéré, appelez-nous directement et passez vos commandes au magasin 1001 tapis. Ordinateur complet 35 000, laptop 75 000, robot mixeur 12 500 francs, cuiseur de riz 18 000, ouf 26 000, plaque à gaz turbo 28 000 francs. Et les premières personnes à me retrouver du côté du magasin 1001 tapis, ceux qui sont à Douala et dans ces environs, prenez une moto, prenez un taxi, venez tout de suite et maintenant du côté bien sûr d'Aqua, en face de la boulangerie Saker Palais d'Ika, et achetez vos articles et repartez avec plein de cadeaux. Je rappelle, des morceaux de savon, des sachets de spaghettis, des riz parfumés, John, j'ai mis le Lamine. Merci beaucoup Sam Séville. Le message est passé donc, bien de choses avec des petits cadeaux tout à côté, ça fait du bien. La localisation, elle est également connue. Et même pour ceux qui sont hors de la ville, il existe des possibilités de vous faire approvisionner auprès de ce magasin qui fait de très bonnes affaires. Aujourd'hui, nous sommes en début de week-end, donc n'hésitez pas. On va aller prendre la dernière ligne droite de ce programme, le Zénith de ce vendredi avec vous pour les tout derniers messages. Voilà, on recommande d'utiliser les emballages plastiques biodégradables, épaisseur, c'est-à-dire à épaisseur très fine, ou bien non biodégradables, épaisseur suffisante pour permettre une réutilisation assez longue afin de réduire la demande et donc la quantité produite. Malheureusement, nous n'allons pas toujours faire nos courses équipées d'un sac plastique non biodégradable à longue réutilisation. D'où la vente dans les supermarchés donc des sacs. Emmanuel Lanchi qui signe ce message. Le problème, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas ce qui est biodégradable. Nous non plus. Il dit épaisseur, fine, épaisseur. Est-ce qu'on va entrer dans un magasin pour faire une étude comparative de l'épaisseur, les différents? Je pense que c'est des choses qui devraient être tamisées. Et puis il y a la contrebande. Ça continue à entrer par le Nigeria, ça continue à entrer par le Tchad, ça continue à entrer par la Guinée équatoriale. Les frontières sont poreuses. On devait gérer cette affaire. Si on dit non, ça n'entre pas. Ils devront avoir des politiques. Nous avons des agents des eaux et forêts qui aujourd'hui sont en grève parce qu'ils estiment que ils ont leur salaire qui n'est pas versé depuis des mois. Quelle est la formation que ces gens ont? Les douaniers, même ceux qui gèrent la douane à, la frontière à nos frontières, quelle formation ils ont sur cette question du biodégradable, du non biodégradable? La question du vin, on parlait du vin il n'y a pas longtemps avec la question des timbres qui étaient apposés sur des vignettes qui étaient apposées. Jusqu'aujourd'hui, on en est où? Donc, il faut dire qu'à ce niveau, ils disent des choses en haut qui ne sont pas appliquées en bas. La première mesure de contrôle consisterait à la vente. On nous a parlé de spaghettis. Est-ce que c'est le plastique qui contient les spaghettis et les autres pâtes biodégradables ou pas? On ne sait pas. Donc, si on aurait au moins à procéder par des entreprises qui en contrôlent, là on aurait au moins une unité de mesure par rapport à ce qu'on impose. Les kitoko, les whisky en sachet, voilà. Les whisky en sachet qui vient de tuer un enseignant à mon atelier, qui est mort après consommation de whisky en sachet. Est-ce que là aussi ces whisky en sachet respectent la question de bio et non biodégradable? Je dois rappeler que cette information a fait le tour du monde parce qu'il y a des médias internationaux qui s'en sont appropriés. Voilà. La mort d'un enseignant, un plaid de suite de consommation de whisky en sachet. Et toujours en matière de consommation, autre information cette semaine, en termes de quantité, je crois que les Camerounais ont encore battu les records. Je ne sais pas trop en termes d'hectolitres qui ont été comptabilisés ayant été consommés au Cameroun. Je crois également qu'on ne peut pas bâtir un peuple avec des soulards comme on ne peut pas construire un pays avec des gens qui boivent à longueur de journée. Je n'arrive jamais à comprendre. J'ajoute juste que nous sommes passés pour les premiers importateurs et consommateurs des vins Bordeaux. Aujourd'hui, on consomme beaucoup ces vins désormais au Cameroun. C'est un peuple de soulards, ça me fait vrai. Voilà. On boit bien.
Autre message, Megui. Voilà, donc l'amour est une valeur, mais les êtres humains ont perdu ces valeurs spirituelles. Comment peuvent-ils avoir l'amour réel? C'est Moussa qui nous écrit depuis le Gabon. Qui retrouvent leurs valeurs spirituelles. Ceux qui vont à l'église continuent à y aller à l'église, non pas pour faire le one-man show, mais c'est pour aller prier. Et ça fait que là, c'est l'humiliation, là-bas, c'est la modestie et tout, l'humilité et tout. Donc, ceux qui sont traditionnalistes comme nous restent dans ce cadre-là. On a donc cet autre message qui nous dit « Je ne peux pas me marier si je suis incapable de rationner chez moi, ni de payer la maison ou la lumière. Qu'il cherche le travail avant de se marier. » C'est signé Jojo Gildas. Est-ce que la perte du travail est incurable? La perte du travail n'est pas incurable. Ce n'est qu'une perte temporaire. Il trouvera le travail peut-être pas à la hauteur de ce qu'il avait, mais toujours est-il qu'il va trouver quelque chose à faire. Qu'en début de cette année, certains manières ont licencié pour cause économique. Peut-être que si la situation se rétablisse demain, il peut retrouver. Non, vous êtes assez tendre. Je crois que ce type de message, en réalité, ça émane d'une femme qui n'a rien compris du tout à ce qu'il y a à faire dans un couple. C'est un homme qui a écrit ce alors, message. non, bon, il parle à la place de la femme, c'est-à-dire que si l'homme ne peut pas lui permettre de bien... c'est pas possible. Non, je pense que c'est pas bien, il faut pas, on ne se marie pas essentiellement par intérêt. Non, mais c'est un homme, C'est intérêt matériel qui peut vous lâcher. On a vu les gens comme Bernard Tapie. Bernard Tapie s'est retrouvé où? Un gars qui était au sommet, il prend quand même. Il se permet d'acheter une filiale d'Adidas. Où se trouve-t-il? Ça veut dire qu'il ne faut pas trop calculer parce qu'on ne sait pas toujours ce que la vie nous réserve. Mais là, c'est un homme qui a écrit et lui, c'est son avis. Il dit que s'il n'a pas suffisamment de moyens pour s'occuper de sa famille, il préfère ne pas se marier. À l'époque de nos parents, on n'avait pas besoin d'amour. Voilà. On n'avait pas besoin de vivre avec quelqu'un pour l'épouser. Mais à nos jours-ci, nous sommes au temps moderne, nous sommes plus à l'Antiquité. Donc c'est le gagnant-gagnant. Je gagne, tu gagnes. Ce n'est pas que tu gagnes, gagne pas. Pourquoi? Parce que le fait de rester sans travailler, même l'argent qui te dépanne avec. Vous réglez la facture 2 mois, je règle la facture de l'électricité. Oui, c'est mieux, oui, c'est bien. Parce que comme il ne travaille pas, même les 2000 francs qu'il lui donne, c'est beaucoup pour moi. Vraiment en train de souffrir là-bas au village, il vient de l'argent énorme. Bon, voilà, donc cet autre message qui nous dit, je dirais que c'est une question de politique commerciale, puisqu'à mon avis, biodégradable n'est pas différent des autres plastiques. Voilà. Non, ce n'est pas seulement, c'est une affaire de protection de l'environnement également. Lorsque ce plastique a absorbé la terre, il n'y a plus eu, la nappe phréatique n'a plus été mesurée et tout. Ouais. Non, c'est un problème d'environnement sérieux. Et là, il faut profiter pour dire à ces femmes, n'allumez plus le charbon ou le bois avec le plastique. N'emballez plus le couscous avec le plastique. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça prédispose au cancer, à un certain type de cancer. Même tous les aliments chauds dans le plastique. Dans le plastique, c'est pas bon. Les gens qu'on voit là acheter les spaghettis sautés. On verse ça, j'ai souvent vu ça, on verse des spaghettis sautés dans le plastique, on attache pour amener au bureau. Arrêtez ça. Rien ne doit de chaud ne doit être conservé dans le plastique. Tu as oublié le héros. C'est ce que les femmes font. Vous attendez. Non, franchement. Donc voilà, plusieurs choses sont dites en haut et ne sont pas applicables en bas ou appliquées. Les whisky ont été interdits mais continuent à être consommés et vendus dans nos boutiques. Que l'État prenne ses responsabilités en main. C'est Alex Njomo Franck depuis Kribi. Oui, d'accord. Quand il va d'abord défendre le whisky, le sachet, on dit qu'il y a une jeune fille là qui était enceinte de nos sangs. Elle voulait se débarrasser de la grossesse. Elle a bu le whisky en sachet. Mais Dieu merci, l'enfant n'est pas sorti, elle même vie. Whisky en sachet. On a dit qu'on enlève, non, les gars se consolent que par là, mais ça ne coûte pas cher, c'est 100 francs. Dans mon village, tu vois un papa, tu dis papa, tu bois quoi, il dit que tu as sachet. Alors maintenant, je ne sais pas comment on fera pour réduire la consommation des alcools au Cameroun, que ce soit dans nos villages ou bien dans nos cités. En Allemagne, dont on dit que pays qui consomme beaucoup, mais qui est quand même un peu plus vendu, ils ont procédé à un moment, on vendait la bière mais sans alcool. C'est-à-dire vous pouvez boire même toute une tonne si vous voulez, mais ça ne saoule pas, il n'y a pas d'alcool. Il faut cesser. Tendance, on est à l'entrée du week-end. Est-ce que vous avez une invitation pour nous? Je suis en train de réfléchir. D'ici la semaine prochaine, je vais vous inviter quelque part, peut-être à Limbe ou à Kribi. Je sais que les gens vont dire qu'il faut faire la talakou. Je fais. C'est moi qui cherche l'argent, ce n'est pas l'argent qui me cherche. Je dois aussi me faire plaisir. Non, je suis prêt pour Kribi alors. D'accord, donc choisissez Momo. Tu viens avec madame. Sam, tu viens être accompagné. Madame Dombou, je vous attends la semaine prochaine. D'accord. Très bien. À présent donc, au nom de la liberté de critiquer, nous sommes au bout d'une semaine
au cours de laquelle il n'y aura eu que de très mauvaises nouvelles. Les tristes nouvelles parlant de l'économie camerounaise qui est en faillite, désormais sous ajustement structurel le Cameroun par la faute de ceux qui nous gouvernent. Et parmi ceux-ci, des gens qui ont reçu beaucoup de responsabilités de la part du chef de l'État. On les a même vus dans le sud. Je parle bien du ministre de l'économie, baptisé par nous ministre du ciel et de la terre, aller présenter un projet de développement dans une route qui devrait relier les lieux dits Mintom à la frontière du Gabon, en tenue du RDPC. Il avait la tenue du parti, donc pour faire un peu de l'amalgame. Ce type de choses est impropre dans une république exemplaire. Malheureusement, ce sont des gens qui baignent dans l'impunité totale avec un certain zèle et ne permettent pas au Cameroun d'avancer. Alors, dans ces conditions, l'espoir, on aurait pensé, devait venir de la diaspora. Les gens de la diaspora étaient donc regroupés au Palais des Congrès, initiative du gouvernement de la République. Au tout début, ils étaient bras dessus, bras dessus. Mais à la sortie, à la clôture de ce FODIAS, premier forum sur la diaspora, on a entendu de la bouche de ceux-là qui avaient été choisis pour porter la parole de ces gens venus d'ailleurs, Ernest Simon, frais et moulu venant de la NASA aux États-Unis, dire à présent que le gouvernement devrait revoir l'environnement administratif pour alléger un peu au niveau du climat des affaires au Cameroun. Rien n'a été dit pratiquement sur la double nationalité qui reste pourtant un des verrous essentiels. On n'aurait même pas besoin d'un forum sur la diaspora si simplement on avait libéralisé carrément la venue dans leur propre pays d'origine à tous ces gens-là qui sont porteurs de projets, d'importants projets. D'ailleurs, au passage, le FODIAS s'est donc achevé avec beaucoup de fonds qui ont été engloutis également en termes de prise en charge de frais d'hôtel, de frais de participation et de per diem de la part d'abord de tous ceux qui sont à Yaoundé et de tous ceux qui sont venus en termes de billets d'avion. Mais pour quel bilan finalement? Est-ce qu'à partir de lundi, on aura affaire à ces gens de la diaspora présents au Cameroun en train de mettre en place de véritables projets en direction de leurs jeunes compatriotes? Non. Je crois qu'il y a lieu, franchement, plutôt de penser à un changement radical de mentalité. Et cela, ça concerne tout le monde, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez du Cameroun, ou bien que vous fassiez partie même du petit peuple. Merci et très bon week-end à tout le monde. Le Zénith vous retrouve lundi prochain. Merci.